Le sang refroidissait autour des pieds de Rowan Ashford alors qu'elle se tenait, chancelante, entre le louveteau tremblant et 8 renégats armés. Le marché de la Meute du Nord avait sombré dans le chaos. Les vendeurs abandonnaient leurs étals. Les loups se dispersaient dans toutes les directions. Certains se transformaient en pleine course, d'autres attrapaient leurs petits et fuyaient vers la lisière de la forêt. Mais à cet instant, tout ce qui existait était le froid calcul de la survie et le choix inattendu d'une Oméga, qui n'avait jamais prévu d'être une héroïne. 5 ans plus tôt, Rowan s'était tenu dans un cercle d'un autre genre. Le quartier général de la meute de Silverwood, dans le Montana, au début de l'automne, le genre de matin vif qui rendait votre souffle visible et vos mains douloureuses si vous ne les gardiez pas en mouvement. Elle avait alors 19 ans, mince et affamée, avec quelque chose à prouver. L'évaluation de combat s'était déroulée à la perfection. 96 sur 100, le score le plus élevé de sa classe. Plus élevé que les Malebeta qui s'entraînaient depuis l'enfance. Plus élevé que les loups aux lignées de guerriers remontant à 6 générations. Le coordinateur de l'évaluation avait prononcé son nom avec ce qui semblait être un respect sincère. Rowan Ashford. Des notes exceptionnelles dans toutes les catégories. Temps de réaction, conscience tactique, maîtrise du corps à corps, une pause. Cependant, ce mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Votre évaluation médicale révèle un prolapsus de la valve mitrale. Le médecin de la meute l'a classé comme non mortel dans des circonstances normales, mais potentiellement dangereux sous le stress physique extrême du combat et de la transformation. Pour cette raison, nous ne pouvons pas vous accepter dans le programme d'entraînement de la garde. Rowan était restée très immobile. Autour d'elle, les autres candidats changeaient de pied, n'osant pas vraiment croiser son regard. Certains semblaient soulagés. Une concurrente de moins pour les postes limités. Je peux le gérer, avait-elle dit. Sa voix n'avait pas tremblé. Je me transforme depuis que j'ai 12 ans. Je n'ai jamais eu de problème. Le coordinateur, un bêta balafré nommé Marcus Stone, avait en fait semblé compatissant. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez gérer maintenant, Ashford. Il s'agit de ce qui se passera après 3 heures d'escarmouche à la frontière. L'adrénaline au maximum et votre cœur décide qu'il ne peut pas maintenir le rythme que votre forme de loup exige. Vous vous effondrez, vous mourrez. Pire, le loup à côté de vous essaie de vous protéger et meurt aussi. Alors, je m'entraînerai plus dur. J'apprendrai à me battre sans me transformer autant. La décision est finale. Il avait adouci son ton. Vous êtes une louve capable, Rowan. Il y a d'autres façons de servir la meute. La logistique, l'administration, même le soutien médical si cela vous intéresse. Je voulais protéger les gens. Les mots étaient sortis plus bas qu'elle ne l'avait prévu. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Son oncle, l'Alpha Warren Ashford de la meute de Silverwood, l'avait trouvé plus tard, assise sur la clôture du terrain d'entraînement, le regard dans le vide. C'était un homme imposant, même pour un alpha, avec des cheveux poivre et sel, et le genre de présence autoritaire qui poussait instinctivement les autres loups à se redresser. J'ai entendu, avait-il dit en s'appuyant contre la clôture à côté d'elle. Je suis désolé, Rowan. Tu pourrais annuler la décision. Je pourrais. Il avait regardé le même terrain vide qu'elle observait. Mais je ne le ferai pas. Ton père était mon frère cadet. Il est mort en protégeant un convoi de civils contre des renégats quand tu avais 6 ans. Tu te souviens de ça tous les jours? Alors tu sais ce que ça coûte quand un loup meurt en service. Je ne te mettrai pas dans une position où ton problème cardiaque fait de toi un handicap. Ce n'est pas de la cruauté, Rowan. C'est pour te garder en vie. Elle avait voulu protester. Voulu souligner que son père était mort avec un cœur en parfaite santé, que le danger ne se souciait pas des conditions médicales, que refuser de la laisser essayer était juste une autre façon de dire qu'elle n'était pas assez bonne. Mais Warren était de l'alpha. Sa parole faisait loi, et sous la frustration, elle savait qu'il était bien intentionné. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» avait-elle demandé. « Tu trouves une autre façon d'être importante. » 5 ans plus tard, Rowan avait trouvé exactement cela, mais probablement pas de la manière que son oncle avait imaginé. Elle travaillait comme femme de ménage pour la délégation de la meute de Silverwood. Pas de statut, pas de rang, juste l'oméga que personne ne remarque, qui frotte les sols et vide les poubelles pendant que des loups importants mènent les affaires de la meute. La délégation voyageait fréquemment, assistant à des négociations intermeutes, des accords commerciaux,
des différents territoriaux. Rowan allait partout où ils allaient, transportant des seaux, des balais et des sacs poubelles, installant les salles de conférence et les démontant ensuite. Personne ne regardait les nettoyeurs. C'était la première chose qu'elle avait apprise. On pouvait se tenir à 1 mètre d'un alpha en pleine conversation et il continuait à parler comme si vous n'étiez pas là. Secret d'État, confession personnelle, complot politique, tout cela flottait devant elle pendant qu'elle essuyait les tables et ramassait les tasses de café jetées. La deuxième chose qu'elle avait apprise, c'est qu'être ignoré avait sa propre forme de pouvoir. La délégation de Silverwood était actuellement stationnée au marché du Carrefour, le plus grand centre de commerce neutre des territoires du Nord. Le marché s'étendait sur 10 acres de plaine du Wyoming, une ville temporaire qui se matérialisait 4 fois par an lorsque les meutes se rassemblaient pour échanger des biens, des informations et des menaces soigneusement formulées, déguisées en courtoisie diplomatique. Des centaines de loups de dizaines de territoires, tous soi-disant liés par les lois de neutralité qui faisaient du Carrefour une zone sûre. Soi-disant. Rowan était venu au marché pour acheter des produits de nettoyage. Les quartiers de la délégation avaient besoin d'être réapprovisionnés. Désinfectants industriels, serviettes en papier, sacs poubelles, les fournitures banales qui assuraient le bon déroulement des affaires officielles. Elle avait fait le trajet seule, portant un sac en toile et une liste de réquisitions, un bruit de fond comme toujours. C'est alors qu'elle entendit des pleurs. Le son perça le bruit du marché, aigu, effrayé et complètement perdu. Rowan se tourna, scrutant la foule. Là, entre 2 étals de vendeurs de maroquinerie et de viande séchée, une petite silhouette à la fourrure blond argentée, blottie contre une pile de caisses d'expédition. La louveteau ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Ses yeux violets étaient écarquillés de panique, des larmes coulant sur son visage. Elle portait une petite robe, bleu pâle, maintenant tachée par la saleté du sol du marché. Aucun parent en vue, aucun gardien ne rôdait à proximité. Un frisson parcourut la poitrine de Rowan. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait être à la recherche d'un enfant perdu. Le marché s'écoulait autour de la petite comme l'eau autour d'une pierre. Tout le monde était trop occupé par ses propres transactions pour remarquer une petite fille effrayée. Rowan s'approcha d'elle, gardant ses mouvements lents et non menaçants. Elle s'accroupit, se faisant plus petite. « Hé, ma puce, je suis Rowan. Comment tu t'appelles? » La louveteau leva les yeux, la lèvre inférieure tremblante. « Astrid, je ne trouve pas ma maman. »« D'accord, Astrid, c'est un très joli nom. » Rowan garda sa voix douce, le même ton qu'elle aurait utilisé avec un animal effrayé. « Je vais t'aider à trouver ta maman, d'accord? Peux-tu me dire à quoi elle ressemble? Elle a les cheveux bruns et elle portait une robe verte. On regardait l'étal de fruits, et puis il y avait tellement de gens et je me suis retourné et elle n'était plus là. » De nouvelles larmes débordèrent. « Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu. » Rowan prit la petite main dans la sienne. Les doigts de la louveteau étaient glacés, malgré la chaleur de l'après-midi. « Tout va bien se passer. Nous allons la trouver ensemble. Te souviens-tu de quel côté était l'étal de fruits? » Astrid pointa vaguement vers le bord ouest du marché. Rowan se leva, gardant la petite main dans la sienne, et commença à marcher. Elle s'arrêtait à chaque étal, demandant s'ils avaient vu une louve adulte en robe verte cherchant une petite. La plupart secouaient la tête. Certains n'avaient même pas remarqué un enfant perdu. Un vendeur, un mâle plus âgé vendant des jouets en bois sculptés à la main, dit qu'il avait vu une femme correspondant à cette description il y a environ 10 minutes, se dirigeant vers les enclos à bétail. Elles se tournèrent dans cette direction. Astrid se serra contre le côté de Rowan, clairement terrifiée à l'idée d'être à nouveau séparée. « Tu es très courageuse, » dit Rowan en serrant la petite main. « Te promener et demander de l'aide, ça demande du courage. »« Je ne suis pas courageuse, » murmura Astrid. « J'ai peur. » Être courageux ne signifie pas que tu n'as pas peur. Ça signifie que tu continues même quand tu as peur. C'est alors que Rowan capta l'odeur. Elle la frappa comme un coup physique, fausse, dangereuse. L'odeur âcre de loup qui vivait à la dure, qui avait cessé de se soucier des liens de meute, des lois territoriales ou de toutes les structures qui empêchaient la société des loups de sombrer dans le chaos. Des renégats. Elle s'arrêta de marcher, chaque instinct lui hurlant de courir. Mais courir signifiait traîner Astrid avec elle,
et les petits hommes de la Louveteau ne pouvaient pas rivaliser avec le sprint d'un adulte. Et si ces renégats étaient ce que Rowan soupçonnait, organisés et chassant avec un but, courir ne ferait que déclencher leurs instincts de poursuite. Astrid, dit doucement Rowan, j'ai besoin que tu restes très près de moi, d'accord? Ne lâche pas ma main. La Louveteau hocha la tête, ses yeux violets s'écarquillant davantage. Ils apparurent de 3 directions différentes, 8 d'entre eux, se déplaçant à travers la foule avec une concentration prédatrice. Ils ne ressemblaient pas à des visiteurs du marché. Ils portaient des vêtements dépareillés, sombres et pratiques, conçus pour la fonction plutôt que pour l'apparence. Plusieurs avaient des cicatrices visibles. Tous avaient l'air maigres et affamés des loups qui chassaient depuis longtemps. Le plus grand d'entre eux, un mâle massif avec une cicatrice en zigzag allant de sa tempe gauche à sa mâchoire, croisa le regard de Rowan, puis son regard descendit sur Astrid. Quelque chose changea dans son expression. La reconnaissance. Le triomphe. « Eh bien, dit-il, sa voix portant par-dessus le bruit du marché. Qu'avons-nous là? » Les autres renégats se déployèrent, formant un cercle lâche. Les gens du marché sentirent le danger et s'éloignèrent, abandonnant leurs étals et leurs transactions, créant un espace de plus en plus large de terrain vide autour de Rowan et de l'enfant. Le mâle balafré s'approcha, ses yeux gris pâles et froids comme la glace d'hiver, fixés sur Astrid. « Cette Louveteau appartient à la lignée Nightshade, n'est-ce que pas? Je peux le sentir d'ici. La meute royale, territoires du Nord. » Son sourire montrait trop de dents. « L'héritière de l'Alpha Roy, si je ne me trompe pas. » La glace inonda les veines de Rowan. Elle tenait la main de la fille de Theron Nightshade, l'alpha le plus puissant des territoires du Nord, le chef de la coalition de meutes qui avait apporté une paix fragile à une région en guerre depuis des décennies. Ce qui signifiait que ces renégats n'étaient pas des bandits au hasard. C'étaient des extrémistes Bloodfang. Le groupe dissident qui avait rejeté les traités de paix, qui croyait que les anciennes coutumes, la guerre territoriale constante, la loi du plus fort, le fort dévorant le faible, étaient la seule vraie nature du loup. Et il venait de trouver un prix d'une valeur inestimable. « Ce n'est qu'une enfant, » dit Rowan. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne le sentait. « Quelle que soit votre rancune politique, cela n'a rien à voir avec elle. » Le mâle balafré, leur chef, inclina clairement la tête. « Oh, mais cela a tout à voir avec elle. Le roi du Nord a tué ma compagne il y a 3 ans lors de sa précieuse campagne de paix. Il a appelé ça une purge nécessaire. Il l'a traité de terroriste. » Sa voix tomba dans un grognement. « J'appelle ça un meurtre, et j'attends depuis longtemps l'occasion de lui faire comprendre ce qu'il m'a pris. » Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit de Rowan. Le marché se vidait rapidement. Quiconque était censé garder Astrid l'avait clairement perdu dans la foule. De l'aide pourrait arriver, mais elle n'arriverait pas à temps. Elle compta 8 renégats contre une Oméga avec un problème cardiaque et aucun soutien. Les chances étaient impossibles. « Écarte-toi, Oméga, » dit le chef. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre, le loup remontant près de la surface. « Ce n'est pas ton combat. » Rowan baissa les yeux sur Astrid. La Louveteau tremblait, pressée contre sa jambe, la regardant avec ses yeux violets terrifiés. Rowan pensa à son père, mort en protégeant des civils qu'il ne connaissait pas. Elle pensa à 5 ans de nettoyage de sol pendant que des loups qui avaient obtenu des scores inférieurs aux siens, à chaque évaluation, portaient des uniformes de garde et des armes. Elle pensa à toutes les fois où on lui avait dit qu'elle n'était pas assez forte, pas assez digne, pas assez. Elle s'interposa entre les renégats et Astrid. « Maintenant, c'est mon combat. » Le chef bougea le premier. Il était rapide, plus rapide que Rowan ne l'avait prévu. Il combla la distance en 2 foulées. Elle avait une formation de base au combat. Tous les loups en avaient, même les Omégas. Autodéfense, protocole de sécurité de la meute, les bases pour se protéger si on se retrouvait seul lors d'une rencontre avec des renégats. Mais ce n'étaient pas des exercices d'entraînement. C'étaient de vraies griffes, de vraies dents, de vraies lames brillant sous le soleil de l'après-midi. Rowan esquiva sa première frappe, utilisant son élan pour le déséquilibrer. Elle avait appris ce mouvement lors de sa formation de garde ratée. Utiliser la taille d'un adversaire contre lui, rediriger plutôt que résister. Le chef trébucha, se rattrapa et revint sur elle. Le deuxième renégat attaqua depuis son angle mort.
Rowan enregistra à peine le mouvement avant que la douleur n'explose sur son épaule droite. La lame coupa profondément, le sang chaud imbibant sa chemise. Elle haleta, chancela, mais resta sur ses pieds. Derrière elle, Astrid cria. Rowan cria à la louveteau. Cache-toi derrière les étals, ne sors pas. Astrid s'enfuit. Rowan entendit les petits pas disparaître entre les étals. Bien, c'était bien. Maintenant, elle devait juste rester debout assez longtemps pour que l'aide arrive. Les renégats l'attaquèrent comme une unité coordonnée. Ce n'étaient pas des animaux sans cervelle. Ils s'entraînaient ensemble, combattaient ensemble, développaient le genre de synchronisation tactique qui vient de l'expérience de combat partagé. Rowan se battit avec tout ce qu'elle avait, bloquant, frappant, utilisant toutes les seules astuces qu'elle avait apprises en 5 ans d'études des techniques de combat pendant son temps libre. Parce qu'elle avait refusé d'accepter qu'être exclue de la garde signifiait être impuissante. Elle réussit à désarmer un renégat, lui enfonçant son coude dans la gorge et lui arrachant le couteau de la main alors qu'il s'étouffait. Elle utilisa sa lame tombée pour repousser 2 autres, le métal chantant en rencontrant leurs armes. Mais ils étaient 8. 8 combattants entraînés contre une Oméga qui n'était pas censée pouvoir protéger qui que ce soit. La troisième lame l'attrapa aux côtes, côté gauche, coupant le tissu et la peau. Rowan serra les dents pour ne pas crier, ne pas montrer de faiblesse, ne pas les laisser voir à quel point ça faisait mal. La quatrième lame lui trancha la cuisse droite, sa jambe flancha. Elle se rattrapa sur un genou, tenant toujours l'arme volée, bloquant toujours le chemin vers l'endroit où Astrid avait disparu. Au loin, elle pouvait entendre des cris, des renforts. Enfin, elle devait juste tenir un peu plus longtemps. La cinquième lame lui coupa l'avant-bras gauche alors qu'elle le levait pour bloquer une frappe visant son visage. Sa prise sur le couteau faiblit. Le sang rendait le manche glissant. La sixième lame s'enfonça dans son côté gauche, juste au-dessus de sa hanche. Cette fois, elle cria. Elle ne put s'en empêcher. La douleur était écrasante, blanche et brûlante, et dévorante. Mais elle resta debout. Tant qu'elle était debout, il ne pouvait pas atteindre Astrid. Elle prit la septième lame dans le dos, juste sous son omoplate droite. L'impact la projeta en avant. Sa vision commença à se rétrécir, l'obscurité s'insinuant sur les bords. Son pouls battait de manière erratique, trop rapide, un rythme irrégulier, les signes avant-coureurs qu'on lui avait appris à surveiller. La valve luttant pour suivre les exigences qu'elle lui imposait. À travers les ombres grandissantes, elle vit des gardes de la meute affluer sur le marché. Des soldats d'élite en armure sombre, se déplaçant avec une précision mortelle. Les renégats se dispersèrent, se fondant à nouveau dans la foule, abandonnant leur attaque maintenant que les chances avaient tourné. Le chef balafré fit une dernière charge désespérée, non pas vers Rowan, mais vers l'espace à côté d'elle, tendant la main autour d'elle vers l'endroit où Astrid s'était cachée, allant chercher le prix, même alors que sa meute fuyait. Rowan se tourna, se jeta sur sa trajectoire, sentit la huitième lame glisser entre ses côtes, remontant vers son cœur. Le monde bascula. Le ciel et le sol échangèrent leur place. Elle tombait, elle pouvait le sentir, mais cela semblait prendre très longtemps. Elle heurta la terre imbibée de sang avec un impact qu'elle sentit à peine. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne la réclame complètement fut un loup noir massif, plus grand que tous ceux qu'elle avait jamais vus, s'acharnant sur le chef balafré avec une fureur absolue. La dernière chose qu'elle entendit fut une petite voix, aiguë et effrayée, criant à l'aide. Puis, plus rien. Rowan se réveilla au son de voix parlant dans une langue qu'elle ne reconnut pas au début. Non, pas une langue différente, non. Juste des voix trop raffinées, trop autoritaires, trop chargées d'autorité pour appartenir à une infirmerie qu'elle connaissait. Elle essaya d'ouvrir les yeux sans succès. Ses paupières semblaient peser 10 livres chacune. Elle essaya à nouveau. Cette fois, elles coopérèrent, bien que tout resta flou pendant plusieurs longues secondes. Le plafond au-dessus d'elle était inconnu. Haut et voûté, avec des poutres en bois sombre se croisant à des intervalles précis. Certainement pas l'aile médicale de la délégation de Silverwood. Celle-ci n'était que carrelage blanc et néon, avec la faible odeur de désinfectant qui ne partait jamais vraiment. Cet endroit sentait différemment. Le cèdre, la myrrhe et autre chose. Quelque chose qui fit s'agiter son loup en reconnaissance, même si son esprit humain ne pouvait pas tout à fait le situer. Où
Sa voix sortit comme un râle à peine audible. Elle ne pouvait pas avaler au-delà de la crudité dans sa gorge. Une main douce se posa sur son épaule, arrêtant sa tentative de s'asseoir. « S'il vous plaît, ne bougez pas. Vos blessures sont encore en train de guérir. » Rowan tourna légèrement la tête. Une louve en robe de guérisseuse se tenait à côté du lit, vérifiant des moniteurs qui semblaient bien trop avancés pour une clinique de meute standard. La guérisseuse était d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et des cheveux parsemés de gris, tirés en une tresse pratique. « Où suis-je » réussit à dire Rowan. Chaque mot faisait mal, mais elle les força à sortir quand même comme à la forteresse du crépuscule, l'aile médicale royale. Royale? Ce mot résonna dans son esprit, essayant de se connecter à quelque chose, mais ses pensées se déplaçaient comme si elles nageaient dans la boue. Depuis combien de temps? 7 jours. Vous avez été maintenue inconsciente pour faciliter la guérison. Vos blessures étaient... La guérisseuse fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Étendue. 7 jours. Rowan essaya de traiter l'information. Elle avait été amenée sur le territoire du roi du Nord alors qu'elle était inconsciente. Transportée à travers les frontières de l'État, traitée dans des installations qui étaient censées être réservées aux membres de la meute royale et aux hauts fonctionnaires. Pourquoi ferait-il ça pour une femme de ménage Oméga blessée? La petite, dit soudain Rowan, les souvenirs revenant en martement. Le marché, les renégats, les lèmes, le visage terrifié d'Astrid. Est-ce qu'elle est en sécurité? Saine et sauve grâce à vous. Le soulagement qui submergea Rowan fut si intense qu'il la rendit étourdie. Ou peut-être que c'était juste les médicaments. Quoi qu'il en soit, elle laissa sa tête retomber sur l'oreiller. Bien, c'est tout ce qui compte. Votre meute a été prévenue, continua la guérisseuse en prenant des notes sur une tablette. La délégation de Silverwood a été extrêmement préoccupée. Votre alpha a appelé 2 fois par jour pour avoir des nouvelles. Cela semblait peu probable. Rowan était une femme de ménage, facilement remplaçable. La délégation avait probablement à peine remarqué son absence jusqu'à ce qu'il manque de serviettes propres et que personne ne sache où se trouvait la clé du placard à fourniture. Reposez-vous maintenant, conseilla la guérisseuse. L'Alpha Roi voudra vous parler quand vous serez plus forte. L'Alpha Roy, Theron Nightshade, le loup dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais rencontré, le chef qui avait unifié les territoires du Nord et forgé une paix que la plupart des loups pensaient impossible. Pourquoi quelqu'un comme lui voudrait-il lui parler? Trop épuisée pour poser d'autres questions, Rowan laissa le sommeil la reprendre. Quand elle se réveilla ensuite, la pièce était faiblement éclairée, cycle de nuit. Les moniteurs à côté de son lit projetaient une douce lueur bleue et à travers la haute fenêtre, elle pouvait voir des étoiles dispersées dans un ciel clair. Elle se sentait plus forte maintenant. La douleur s'était réduite à un élancement sourd au lieu de l'agonie aiguë dont elle se souvenait. En testant prudemment, elle découvrit qu'elle pouvait changer de position sans avoir envie de crier. Progrès! Elle prit conscience qu'elle n'était pas seule. Sa vision s'aiguisa progressivement dans la faible lumière. Puis elle les vit. 6 loups massifs entouraient son lit en un cercle protecteur, couchés sur le sol de pierre froide. Des gardes d'élite sous forme de loups, leurs yeux brillant faiblement dans l'obscurité comme des braises. L'un d'eux leva la tête alors qu'elle bougeait, un loup gris foncé aux yeux ambrés et intelligents qui semblait enregistrer chacun de ses souffles. Les autres restaient immobiles, formant une barrière vivante entre elles et les menaces qui pourraient se cacher au-delà de ces murs. Ils étaient là depuis son arrivée. 7 jours de garde tournante, ne la laissant jamais sans surveillance. Une protection digne de la royauté, accordée à une femme de ménage Oméga qui s'était jetée sur des lames pour un enfant qu'elle ne connaissait pas. Au-delà du cercle de loups, une petite silhouette dormait, recroquevillée dans un fauteuil surdimensionné. Astrid, enveloppée dans une couverture bleu pâle, de la même teinte que la robe qu'elle portait au marché. Les cheveux blonds argentés de la louveteau tombaient sur son visage, une petite main agrippant le bord de la couverture comme une bouée de sauvetage. Elle était restée pendant 7 jours, selon ce que les infirmières avaient chuchoté lors des changements de garde. La louveteau refusant de partir, sauf pour les repas et le repos forcé, revenant toujours à ce fauteuil, à cette veillée. Une telle loyauté féroce de la part de quelqu'un de si petit fit mal à la poitrine de Rowan alors qu'elle regardait la porte s'ouvrir silencieusement. Les oreilles des loups pivotèrent vers le son, mais ils ne se levèrent pas. Ils connaissaient cette présence.
Un mâle massif entra. Même sous forme humaine, il rayonnait de puissance brute. Alpha, et pas n'importe quel alpha. La façon dont il se déplaçait, le poids du commandement dans chaque geste, la certitude absolue qu'il avait sa place où qu'il choisisse de se tenir. C'était Theron Nightshade, le roi du Nord. Il remarqua que Rowan était réveillé et s'approcha tranquillement, ne voulant clairement pas réveiller la louveteau endormie, ni déranger les loups de garde. Rowan essaya de se redresser, un instinct lui disant qu'on ne rencontrait pas la royauté en restant allongé comme un invalide. Sa main l'arrêta, doucement mais fermement. Sa voix était profonde comme le tonnerre, le genre de voix qui pouvait commander des armées ou murmurer des secrets. Vous guérissez, mais vous avez pris 8 lames. Votre corps a besoin de repos. 8. Elle avait perdu le compte pendant le combat. Votre fille est en sécurité, dit Rowan, les mots sortant avant qu'elle ne puisse y réfléchir. C'est ce qui compte. Quelque chose changea dans l'expression de Theron. Ses yeux, gris orageux et intenses, l'étudièrent avec une concentration qui la fit se sentir à la fois vue et exposée. Vous parlez comme si vos actions étaient triviales. Elles ne l'étaient pas. Avant que Rowan ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, 6 loups entrèrent, portant une armure qu'elle n'avait vue que dans les livres d'histoire. Pas un équipement tactique moderne, mais une ancienne plaque de cérémonie, un métal sombre gravé de symboles qui précédaient le système des meutes de plusieurs siècles. La garde personnelle du roi, les Sidélites sous leur forme humaine maintenant, formels et imposants. Ils se positionnèrent autour de la pièce avec une précision militaire, se tenant au garde-à-vous. Rowan se tendit. S'attendait-il à des problèmes? Ici, dans ce qui était censé être une aile médicale sécurisée? Suivant les gardes, vint une vieille louve à la fourrure argentée, tressée de manière élaborée et décorée de petits os et de cristaux. Elle portait des robes qui la marquaient comme quelqu'un d'un statut important. Derrière elle marchait un mâle d'âge moyen en tenue royale, des médailles décorant sa poitrine. Astrid s'agita, se réveilla, vit la royauté assemblée et se mit immédiatement sur ses pieds, lissant sa robe froissée avec de petites mains nerveuses. L'esprit de Rowan s'emballa. Plus de royauté. La vieille louve devait être la reine-mère, la mère de Theron, la matriarche de la lignée Nightshade. Le mâle en tenue serait le seigneur commandant, chef de l'armée royale. C'est donc l'Oméga qui a sauvé notre petite Astrid. La voix de la reine-mère portait des décennies d'autorité tempérées par une chaleur sincère. Elle s'approcha du lit avec les mouvements prudents de l'âge. Je devais voir par moi-même la louve qui a montré un courage si remarquable. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, murmura Rowan. Sa voix ne fonctionnait toujours pas correctement. Le seigneur commandant s'avança. C'était un homme à l'air sévère, aux cheveux poivre et sel, et au maintien de quelqu'un qui avait passé toute sa vie au service militaire. On nous dit que vous avez reçu 8 coups de lame et que vous êtes resté debout jusqu'à l'arrivée des secours. Ce n'est catégoriquement pas ce que n'importe qui aurait fait. C'est ce que fait un guerrier entraîné, ou une mère protégeant ses petits. Ses yeux se plissèrent légèrement. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ce qui rend vos actions encore plus extraordinaires. Rowan ne savait pas comment répondre à cela. Elle ne s'était jamais considérée comme extraordinaire, juste têtue. Trop têtue pour tomber quand tomber signifiait abandonner quelqu'un qui avait besoin d'elle. Theron parla doucement, mais sa voix coupa la pièce comme une lame. Vous devriez savoir, Rowan Ashford, qu'Astrid n'est pas n'importe quel louveteau. C'est ma fille, mon héritière, l'avenir de la lignée Nightshade. Il fit une pause. Le seul enfant que j'aurai jamais. La pièce bascula. Rowan savait qu'Astrid était importante. Les renégats l'avaient dit. Mais l'entendre énoncer si clairement, comprendre tout le poids de ce qu'elle avait protégé, rendit tout soudainement plus réel et plus impossible. Je ne savais pas, dit honnêtement Rowan. Cela n'aurait pas eu d'importance si j'avais su. C'était d'une enfant en danger. C'est tout ce que j'ai vu. Quelque chose changea dans l'expression de Theron. Pas de la surprise exactement, plutôt de la reconnaissance, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Astrid ne put se contenir plus longtemps. Elle se précipita vers le chevet, les yeux violets brillants de larmes qui n'étaient pas tout à fait tombées. « Rowan, tu vas bien? » Malgré tout la douleur, la confusion, la présence écrasante de la royauté dans la pièce, Rowan se surprit à sourire. « Hé, petite, beaucoup mieux maintenant.
Tu saignais tellement. La voix d'Astrid se brisa. J'avais si peur. J'ai cru que tu allais mourir. Je suis plus coriace que je n'en ai l'air, l'assura Rowan, voulant désespérément effacer la détresse de ce petit visage. Theron observa cet échange avec une intensité qui fit picoter la peau de Rowan. Quand il parla à nouveau, sa voix était douce d'une manière qui suggérait qu'il n'utilisait pas souvent ce ton. Astrid, Rowan a besoin de repos. Nous devrions la laisser récupérer. Mais demain, je peux venir la voir? Demanda Astrid, regardant entre son père et Rowan avec un espoir désespéré. Demain, promit Theron. Je te donne ma parole. Astrid hocha la tête à contre-cœur, puis fit quelque chose qui tendit chaque garde dans la pièce. Elle grimpa sur le lit, faisant attention aux blessures de Rowan, et enroula ses petits bras autour du cou de Rowan dans un doux câlin. « Merci de m'avoir sauvé, » murmura Astrid, son souffle chaud contre l'oreille de Rowan. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Des larmes piquèrent les yeux de Rowan. Elle cligna des yeux avec force, refusant de pleurer devant le roi du Nord et toute sa cour royale. « De rien, ma chérie. » Après le départ d'Astrid, après que la reine-mère et le seigneur commandant furent partis avec des mots de gratitude finaux, après que les Sidélites furent sortis en formation parfaite, Theron resta. Il se tenait à côté du lit, la regardant avec cette même intensité indéchiffrable. « Ma fille n'a cessé de poser des questions sur vous, dit-il. Elle veut tout savoir sur l'Oméga qui l'a protégée, ce que vous aimez, ce que vous faites, d'où vous venez. Elle m'a fait promettre de l'amener vous voir tous les jours jusqu'à ce que vous soyez assez bien pour quitter cette pièce. » « Je ne suis personne de spécial, dit Rowan, Ewan, les mots automatiques. 5 ans à être ignoré lui avaient appris à détourner l'attention. Juste une femme de ménage de la délégation de Silverwood. Vous vous êtes interposé entre mon enfant et la mort. La voix de Theron devint plus basse, gagnant un tranchant qui suggérait qu'il n'appréciait pas d'être contredit. Cela fait de vous considérablement plus que personne pour moi. La façon dont il le dit, bas, féroce, absolument certain, fit battre quelque chose dans la poitrine de Rowan. Quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de ressentir, allongée dans un lit d'hôpital couverte de bandages et en parlant à un roi. « Quand vous serez rétabli, continua Theron, il y aura une cérémonie de reconnaissance formelle. La meute Nightshade vous doit une dette de sang. Ce n'est pas une petite chose. Cela signifie que vous êtes sous notre protection aussi longtemps que vous vivrez. Cela signifie que quiconque vous menace nous menace. Cela signifie... » « Je ne veux rien, » interrompit Rowan. Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, mais ils étaient vrais. Elle n'avait pas sauvé Astrid en attendant des récompenses, une reconnaissance ou des faveurs politiques. « Je sais. » Ce qui aurait pu être un sourire effleura le visage de Theron. C'est ce qui rend cela remarquable. Il tendit la main et Rowan resta très immobile alors que sa main recouvrait la sienne, là où elle reposait sur les couvertures. Sa paume était chaude, cailleuse, la main de quelqu'un qui s'était entraîné avec des armes la majeure partie de sa vie. Le contact envoya des étincelles le long de son bras qui n'avaient rien à voir avec ses blessures. Leurs yeux se rencontrèrent, se fixèrent. Elle ne pouvait pas forcer les mots à passer le nœud dans sa gorge, alors qu'elle sentait l'intensité de son regard, comme s'il voyait au-delà de toutes ses défenses, de tous ces murs soigneusement entretenus, directement jusqu'aux parties d'elle-même qu'elle gardait cachées. « Reposez-vous, Rowan Ashford, » dit doucement Theron. Son pouce effleura ses articulations une fois, un geste si bref qu'elle aurait pu l'imaginer. « Nous reparlerons bientôt. » Après son départ, Rowan fixa le plafond, sa main encore chaude là où il l'avait touchée. Une femme de ménage Oméga avait sauvé la féon de l'Alpha Roy, et maintenant le loup le plus puissant des territoires du Nord la regardait comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'être remarquée. La pensée la terrifiait et l'excitait à parts égales. La convalescence de Rowan progressa à une vitesse qui surprit même le docteur Lena. Les guérisseurs royaux employaient des techniques qu'elle n'avait jamais rencontrées dans la médecine de mode standard, une combinaison de traitements à base de plantes anciennes et de technologies médicales de pointe qui accélérait la réparation des tissus bien au-delà des capacités de guérison normales des loups. Le 4e jour après son réveil, elle pouvait s'asseoir sans aide. Le 7e, elle pouvait marcher sur de courtes distances, bien que ses jambes tremblassent sous l'effort et que les blessures fraîchement guéries tiraient à chaque pas. Astrid lui rendait visite tous les jours, parfois avec des assistantes de la maison royale,
parfois en se faufilant seule quand elle pensait que personne ne regardait. La Louveteau grimpait dans le fauteuil à côté du lit de Rowan et parlait de tout et de rien. Les oiseaux qu'elle avait vus ce matin-là, le livre que son tuteur lui faisait lire, la façon dont le cuisinier l'avait laissé aider à faire du pain et comment ses mains s'étaient couvertes de farine jusqu'au coude. Rowan se surprit à attendre ses visites avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose de simple dans l'affection d'Astrid, quelque chose de pur qui n'avait rien à voir avec le rang, l'obligation ou la machinerie politique complexe qui semblait régir toutes les autres interactions à la forteresse du crépuscule. « Pourquoi fais-tu le ménage ?» demanda Astrid un après-midi. Elle était assise en tailleur sur le lit, maintenant que Rowan était assez forte pour tolérer le mouvement. « Tu es si forte, tu devrais être une guerrière. » Le sourire de Rowan devint triste. « J'ai essayé. Ils ont dit que les Omégas ne peuvent pas être des guerriers, que j'ai un problème cardiaque qui rend la transformation dangereuse. » Le visage d'Astrid se crispa dans cette expression particulière d'indignation que seuls les enfants peuvent atteindre. « C'est stupide. Tu es plus courageuse que n'importe quel guerrier que je connais. Tu as pris 8 lames et tu n'es pas tombée. »« 9, en fait, » corrigea doucement Rowan. Elle avait compté les cicatrices lors d'un des examens du Dr. Lena. 8 de l'attaque du marché, plus une autre qu'elle devait avoir prise sans s'en souvenir dans le brouillard de la douleur et de l'adrénaline. « Alors c'est encore plus stupide. Quiconque dit que tu ne peux pas être une guerrière est idiot. » Les mots se posèrent chaleureusement dans la poitrine de Rowan, remplissant un vide qu'elle n'avait pas tout à fait reconnu. « Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. » Theron apparaissait pendant beaucoup de ses visites. Au début, Rowan pensait qu'il venait simplement voir sa fille, s'assurer qu'Astrid ne fatiguait pas une patiente blessée. Mais elle commença à remarquer comment ses yeux s'attardaient sur elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Comment il s'enquérait de sa guérison avec un niveau de préoccupation qui semblait aller au-delà de la simple gratitude. Comment il écoutait quand elle parlait, écoutait vraiment, comme si ses mots avaient un poids qui comptait. Un soir, après qu'Astrid eût été mise au lit, Theron resta. Il avait apporté 2 verres de vin, bien que Rowan soupçonna que le docteur Lena désapprouverait le mélange d'alcool avec ses médicaments. « Puis-je » Il désigna le fauteuil à côté de son lit. « Bien sûr, Votre Majesté. » Theron. Il s'installa dans le fauteuil avec la grâce facile de quelqu'un de parfaitement à l'aise dans son propre corps. « Quand nous sommes seuls, appelle-moi Theron. » Quelque chose dans l'intimité de cette demande fit s'accélérer son pouls. « Theron » répéta-t-elle, testant le nom. Il semblait étrange sur sa langue. Trop familier, trop dangereux. Il lui tendit l'un des verres de vin. Elle le prit avec précaution, ses mains n'étant pas encore tout à fait stables. Le vin était rouge foncé, riche, valant probablement plus que ce qu'elle gagnait en un mois de ménage. « La cérémonie est prévue dans 5 jours, » dit Theron. « Si vous êtes assez bien. Le docteur Lena dit que vous guérissez remarquablement vite, mais je ne vous presserai pas si vous avez besoin de plus de temps. » Quel genre de cérémonie? L'ordre de l'Étoile d'Argent. C'est la plus haute distinction que la meute Nightshade puisse décerner pour le courage au service de la lignée. Elle n'a été décernée que 17 fois dans notre histoire. Le dernier récipiendaire était un guerrier qui a tenu seul un col de montagne pendant 3 jours contre une armée rebelle. Il prit une gorgée de vin. Vous serez la première Oméga à la recevoir, et probablement la première à le faire pour avoir protégé l'héritière plutôt que l'alpha directement. Rowan secoua la tête. « Je ne mérite pas ça. J'ai juste arrêté. » Le commandement dans sa voix fit que ses yeux se tournèrent vers lui. « Arrêtez de diminuer ce que vous avez fait. Ce n'est pas à vous de décider si vous méritez une reconnaissance. C'est à moi, et j'ai décidé. » Elle voulait argumenter, mais quelque chose dans son expression lui dit que ce serait inutile. Quand Theron Nightshade prenait une décision, les montagnes se déplaçaient pour s'y conformer. « Il y a autre chose, » dit Theron en se penchant en avant. « Quelque chose dont je voulais discuter avant de le rendre officiel. » Il posa son verre de vin sur la petite table à côté de son lit. « Mes conseillers veulent que je vous offre un poste, quelque chose de formel pour honorer la dette de sang et s'assurer que vous êtes correctement indemnisé pour ce que vous avez fait. » Une ode se forma dans la gorge de Rowan. Quel genre de poste? Gardienne personnelle d'Astrid. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Rowan le fixa, essayant de comprendre ce qu'il suggérait. « Moi, garder votre héritière? Qui de mieux? »
La voix était calme mais absolument certaine. Vous avez déjà prouvé que vous mourriez pour elle. Ce n'est pas quelque chose que je peux acheter ou commander. C'est une loyauté qui existe parce que vous l'avez choisie, parce que lorsque le moment est venu, vous n'avez pas hésité. Je n'ai aucune formation, aucune qualification. J'ai échoué à l'évaluation de la garde. Vous avez quelque chose de mieux que la formation. Il se rapprocha et Rowan pouvait maintenant le sentir. Le pain, la neige et quelque chose d'unique à lui qui fit s'agiter son loup avec intérêt. Vous avez un courage qui n'attend pas la permission, une force qui n'a rien à voir avec le rang ou la lignée. Et Astrid vous adore, elle se sent en sécurité avec vous d'une manière qu'elle n'a pas ressentie depuis... Il s'interrompit. Mais Rowan comprit. Depuis la mort de sa mère, la vérité non dite que tout le monde à la forteresse du crépuscule semblait éviter. « Et ma meute ?» demanda Rowan. « La délégation de Silverwood a déjà accepté de vous libérer de vos fonctions. Avec enthousiasme, je pourrais ajouter. » Quelque chose de sombre vacilla sur le visage de Theron. Votre alpha semblait très désireux d'être utile lorsque le roi du Nord a exprimé son intérêt pour l'un des membres de sa meute. Bien sûr, Warren l'avait été. Une femme de ménage Oméga était facilement remplaçable, et refuser la demande du roi du Nord aurait été politiquement stupide. Rowan essaya de ne pas en être amer. C'était ainsi que fonctionnait la politique des meutes. Elle l'avait su toute sa vie. « Je ne sais pas, » murmura Rowan. « C'est tellement... Il y a une semaine, j'achetais des produits de nettoyage. Maintenant, vous m'offrez un poste de garde de l'enfant la plus importante des territoires du Nord. » Je sais. La main de Theron s'avança, recouvrit la sienne là où elle reposait sur la couverture. Son pouce effleura ses articulations, le même geste qu'il avait fait il y a des jours. Mais cette fois, il s'attarda. « Je ne vous demande pas de décider maintenant. Prenez le temps d'y réfléchir. » Mais Rowan, elle leva les yeux, trouva son visage plus proche qu'auparavant. Assez proche pour qu'elle puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les fils d'argent dans ses cheveux sombres à ses tempes, la nuance exacte de gris dans ses yeux. J'espère que vous direz oui. La cérémonie, 5 jours plus tard, fut écrasante d'une manière que Rowan n'avait pas anticipée. Elle se tenait dans la grande salle de la forteresse du crépuscule, devant 300 loups assemblés, portant des vêtements de cérémonie que la reine-mère avait fournis. La robe était simple mais élégante, d'un bordeaux profond, coupée pour cacher la plupart de ses blessures en cours de guérison, tout en maintenant la dignité appropriée pour une cérémonie royale. La grande salle elle-même était massive, avec des plafonds voûtés soutenus par des piliers en bois sculptés qui devaient être anciens même lorsque la forteresse du crépuscule fut construite. Des bannières pendaient au mur, représentant chaque meute de l'Alliance du Nord, un rappel visuel de l'exploit politique de Theron et unifiant des territoires qui avaient été en guerre pendant des générations. Rowan descendit l'allée centrale, le pouls battant. Tous les yeux dans la salle suivaient son mouvement. Elle reconnut certains visages, des membres de la délégation de Silverwood, y compris l'Alpha Warren, qui avait apparemment décidé d'assister, malgré n'avoir jamais montré beaucoup d'intérêt pour son existence auparavant. D'autres visages étaient inconnus, des représentants de meutes de tous les territoires du Nord, tous rassemblés pour voir une Oméga recevoir un honneur traditionnellement réservé aux guerriers d'un mérite exceptionnel. Theron se tenait à l'avant de la salle, sur une estrade surélevée, portant une tenue de cérémonie qui le rendait encore plus imposant que d'habitude. Les Six d'élite l'encadraient, se tenant au garde-à-vous dans leur armure de cérémonie. Quand Rowan atteignit de l'estrade, elle commença à s'agenouiller. Theron secoua légèrement la tête, l'arrêtant. Au lieu de cela, il descendit les marches pour la rejoindre au niveau du sol, sur un pied d'égalité. Il tenait le médaillon dans ses 2 mains, une pièce d'orfèvrerie complexe en argent représentant une étoile à 8 branches, chaque pointe ornée d'un petit saphir. Il pendait un ruban de soie bleue profond. Pour Rowan Ashford de Silverwood, annonça Theron, sa voix portant dans la salle sans avoir besoin d'amplification. Qui nous a montré que le courage ne connaît pas de rang, qui a protégé l'avenir de notre meute sans hésitation ni pensée pour sa propre sécurité, qui a prouvé que l'honneur vit dans le cœur, pas dans la lignée. Il plaça le médaillon autour de son cou. Ses mains s'attardèrent sur ses épaules, chaudes à travers le tissu de sa robe. Pendant un moment qui sembla s'étirer à l'infini, ils restèrent assez proches pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps. « Merci, dit-il doucement, destiné uniquement à elle, de m'avoir rendu ma fille. » Puis il recula et la salle éclata.
Pas d'applaudissements. Cela aurait été trop civilisé pour des loups. Au lieu de cela, ils hurlèrent, 300 voix s'élevant en un chœur qui fit trembler les chevrons et vibrer les os de Rowan au son de l'approbation de la meute. La réception qui suivit fut moins écrasante, mais plus épuisante à sa manière. Rowan se retrouva entouré de loups, voulant entendre son histoire, la féliciter, spéculer sur son futur rôle dans la meute Nightshade. L'Alpha Warren apparut à un moment donné, tout en sourire chaleureux et en déclaration fière. « J'ai toujours su que tu étais destiné à de grandes choses, Rowan, » dit-il en lui serrant l'épaule comme s'ils étaient de vieux amis au lieu d'un alpha et d'une recrue rejetée. « Je me souviens avoir dit au comité d'évaluation de la garde que tu avais un réel potentiel. Ils n'ont pas écouté à l'époque, mais j'ai toujours cru en toi. » Rowan sourit poliment et ne dit rien. Laissez-le réécrire l'histoire si ça le faisait se sentir important. Elle avait appris il y a longtemps que corriger les loups puissants se terminait rarement bien. Tard dans la soirée, elle se retrouva sur un balcon surplombant les jardins de la forteresse, désespérée de prendre l'air et d'avoir un moment sans que quelqu'un la fixe. La nuit était claire, les étoiles dispersées dans le ciel, comme si quelqu'un avait renversé des diamants sur du velours noir. Les montagnes se dressaient au loin, silhouettes sombres contre l'obscurité plus claire du ciel. « Tu te caches ?» Elle se tourna pour trouver Theron qui s'approchait, 2 verres de vin frais à la main. Il avait enlevé la tenue de cérémonie, ne portant plus qu'un pantalon sombre et une simple chemise. D'une certaine manière, il avait l'air plus royal ainsi, dépouillé des apparats cérémoniels. « J'avais besoin d'air, » admit-elle. Il lui tendit un verre, puis s'appuya contre la balustrade du balcon à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. « Tu as bien géré ça. Je sais que ça n'a pas dû être facile d'être le centre de ce genre d'attention. J'ai passé 5 ans à être un bruit de fond. C'est l'opposé de ma zone de confort. Tu vas devoir t'habituer à être remarqué, surtout si tu acceptes le poste de gardienne. » Rowan prit une longue gorgée de vin, rassemblant son courage. « Puis-je te demander quelque chose d'abord? » « N'importe quoi. »« Pourquoi veux-tu vraiment que je reste? Est-ce vraiment juste pour Astrid? » Theron resta silencieux un long moment, regardant les montagnes. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Au début, oui, ma fille a besoin de quelqu'un en qui elle peut avoir une confiance absolue, quelqu'un qui a prouvé sa loyauté au-delà de tout doute possible. » Il se tourna pour lui faire face, posant son verre de vin. « Mais si je suis honnête avec moi-même et avec toi, ce n'est plus seulement pour Astrid. » Un frisson parcourut Rowan. « Que veux-tu dire? » « Je veux dire que depuis 1 semaine que tu es ici, je t'ai observé avec ma fille. Je t'ai vu refuser de te dévaloriser, malgré avoir passé 5 ans à t'entendre dire exactement ça. Je t'ai vu guérir avec une détermination qui frise l'entêtement. » Sa main se leva, lui caressant le visage avec une douceur qui semblait impossible de la part de quelqu'un de sa taille. « Je veux dire que quelque part entre te voir te réveiller et te voir faire rire ma fille pour la première fois depuis la mort de sa mère, j'ai commencé à te reconnaître non seulement comme l'oméga qui a sauvé mon enfant, mais comme une femme que je veux mieux connaître. » Elle ne pouvait plus respirer au-delà de la boule dans sa poitrine. Sa paume était chaude contre sa joue, son pouce traçant la ligne de sa pommette. « Theron, je suis une oméga. T'es le roi du Nord. La meute La meute acceptera ce que je leur dirai d'accepter. » Sa voix prit ce ton de commandement, le ton de quelqu'un qui avait mené des loups à travers la guerre et la paix, et n'avait jamais douté de son autorité pour le faire. « Et je leur dis que tu es sous ma protection personnelle, que quiconque te manque de respect devra me répondre directement. » Il se pencha plus près, son front touchant presque le sien. « Reste, Rowan, pas seulement pour Astrid. Reste parce que je te le demande, parce que je te veux ici, parce qu'à partir du moment où je t'ai vu allongée dans ce lit médical, couverte de bandages pour des blessures que tu as prises pour mon enfant, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. » Reconnu quoi? Les mots sortirent à peine au-dessus d'un murmure. « Mon égal. » Puis il l'embrassa, doucement au début, prudent de son corps encore en guérison, mais plein de quelque chose qui ressemblait à une promesse et à une possibilité, et à toutes les choses qu'elle avait cessé de se permettre d'espérer il y a des années. Ses mains glissèrent de sa joue à l'arrière de son cou, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux. Ses propres mains trouvèrent sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous ses paumes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés,
Rowan se sentit étourdi, comme si le monde avait basculé sur son axe et que plus rien ne serait jamais pareil. « Est-ce un oui? » demanda Theron, sa voix rauque. « Resteras-tu? » Rowan rit, le son tremblant mais sincère. « Oui, oui, je resterai. » Le sourire qui se répandit sur le visage de Theron était dévastateur. Il l'attira de nouveau près de lui, cette fois en enroulant ses bras autour d'elle, la tenant soigneusement contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur maintenant, battant aussi vite que le sien. « Merci, » murmura-t-il dans ses cheveux. Ils restèrent là longtemps, enlacés, pendant que la fête continuait à l'intérieur, inconsciente du changement qui venait de se produire sur le balcon. Rowan pensa à la fille qu'elle avait été il y a une semaine, ignorée et résignée à une vie de nettoyage de sol et d'oubli. Cette fille semblait incroyablement distante maintenant. Les 6 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de guérison et d'apprentissage. Le docteur Lena autorisa Rowan à reprendre un service léger, ce qui signifiait qu'elle commença le travail réel de gardienne d'Astrid. Les Six d'élite la formèrent aux protocoles royaux, aux tactiques défensives, aux procédures d'urgence. Elle apprit la disposition de la forteresse du crépuscule jusqu'à ce qu'elle puisse naviguer dans ses couloirs les yeux bandés. Elle étudia le paysage politique des territoires du Nord, comprenant quelles alliances étaient instables et lesquelles étaient à une provocation de s'effondrer. Cade Flint, l'un des Six d'élite, devint son instructeur principal. C'était un loup mince aux cheveux sombres et aux yeux vigilants, le genre de combattant qui comptait sur la vitesse et la précision plutôt que sur la force brute. Pendant leur séance d'entraînement, il la poussait durement, mais ne la traitait jamais comme si elle était fragile. « Tu te bats salement ?» observa-t-il un après-midi après qu'elle eut utilisé un mouvement peu orthodoxe pour l'immobiliser. « Où as-tu appris ça? » « Je me suis appris moi-même. L'évaluation de la garde couvrait le combat formel. Mais j'ai pensé que les vrais combats ne suivaient pas de règles. » Malin. Il l'aida à se relever, époussetant la saleté de ses vêtements d'entraînement. La plupart des loups comptent trop sur leur forme de loup au combat. Ils oublient que parfois, rester humain vous donne plus d'options. Rowan pensa à l'attaque du marché. Comment elle s'était battue entièrement sous forme humaine parce que la transformation aurait déclenché son problème cardiaque. Parfois, on n'a pas le choix. L'expression de Cade changea, devenant plus sérieuse. Le roi nous a parlé de votre situation médicale. Il a dit que nous devions être au courant au cas où vous auriez un épisode pendant l'entraînement. Je n'en aurai pas, dit fermement Rowan. Je connais mes limites. Tu vois, c'est ça le problème. Cade croisa les bras, l'étudiant. Je ne pense pas que tu les connaisses. Je pense que tu te pousserais jusqu'à l'effondrement si tu pensais que ça prouverait quelque chose. Il n'avait pas tort. Des murs défensifs s'élevèrent quand même. Je me suis bien débrouillé pendant 5 ans, en évitant tout ce qui pourrait stresser votre système. Mais vous n'évitez plus le stress. Vous avez pris 9 lames et survécu. Ce n'est pas géré, c'est de la chance. Il adoucit son ton. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire ce travail. Je dis que vous devez être honnête sur vos limitations pour que nous puissions travailler avec. Un gardien qui tombe raide mort d'une crise cardiaque n'est bon pour personne. La franchise piqua, mort quand même. De piqua, mais Rowan reconnut la vérité. Que suggérez-vous? Le docteur Lena veut faire plus de tests sur votre cœur. Laissez-la déterminer exactement ce que votre corps peut supporter et ce qui vous pousse en territoire dangereux. Ensuite, nous nous entraînerons en conséquence. Rowan hocha lentement la tête. D'accord, je peux faire ça. Les tests révélèrent quelque chose que le docteur Lena n'avait pas prévu. Elle appela Rowan dans son bureau 3 jours plus tard, une tablette à la main, l'expression entre l'inquiétude et la fascination. Votre valve guérit, dit le docteur Lena sans préambule. Pas seulement en se cicatrisant ou en se stabilisant, elle se répare réellement. L'anomalie structurelle présente depuis la naissance se corrige. Rowan la fixa. Ce n'est pas possible. Les cœurs ne guérissent pas spontanément les défauts structurels. Ils ne le font pas. C'est pourquoi j'ai passé les dernières 72 heures à faire tous les tests auxquels je pouvais penser pour essayer de comprendre ce qui en est la cause. Le docteur Lena afficha une image sur sa tablette montrant un scanner détaillé du cœur de Rowan. La seule variable qui a changé dans votre historique médical est la transfusion de sang d'alpha que nous vous avons faite pour vous stabiliser après l'attaque. Le sang de Theron. Oui, du sang d'alpha chez une oméga, c'est rare.
Nous évitons généralement les transfusions interrangs car la compatibilité biologique est discutable. Mais vous étiez en train de mourir et le roi a insisté pour que nous utilisions son sang spécifiquement. Il a dit que son loup l'exigeait, un instinct qu'il ne pouvait pas expliquer. Le docteur Lena posa la tablette. Quelle que soit la raison, son sang fait quelque chose de remarquable à votre système. Le prolapsus de la valve mitrale se corrige. Votre rythme cardiaque se stabilise. Dans quelques semaines, je pense que vous pourrez vous transformer en toute sécurité pour la première fois depuis des années. La pièce sembla basculer. Rowan s'agrippa au bord du bureau du docteur Lena, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. 5 ans. 5 ans à s'entendre dire que son corps était brisé, qu'elle ne serait jamais entière, que la transformation serait toujours un risque potentiellement mortel. Et vous en êtes sûr? Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. Je surveillerai ça de près, mais oui, les preuves sont claires. Votre cœur guérit, Rowan. Vous allez pouvoir vous transformer à nouveau. Rowan fit la moitié du couloir avant de devoir s'arrêter, le dos pressé contre le mur alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle avait passé si longtemps à construire des murs autour du deuil de ce qu'elle avait perdu. La carrière qu'elle ne pouvait pas avoir, l'identité de guerrière qui lui avait été refusée, la simple liberté de changer de forme que les autres loups prenaient pour acquise. Et maintenant, ces murs s'effondraient. Et en dessous, il y avait un espoir si féroce qu'il en faisait mal. Elle trouva Terran dans son bureau, en train d'examiner des rapports avec 2 de ses conseillers. Il lui jeta un regard et les congédia immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il traversa la pièce en 3 foulées, les mains sur ses épaules, les yeux la scrutant à la recherche de blessures. « Rien ne va mal. » Rowan s'essuya le visage, essayant de se ressaisir. « Le docteur Lena a fait des tests. Mon cœur, le sang d'alpha que tu m'as donné, il guérit la valve. Elle dit que dans quelques semaines, je pourrais me transformer en toute sécurité. » La compréhension inonda l'expression de Terran. Il la prit dans ses bras, la serrant fort pendant qu'elle tremblait, sous la force des émotions qu'elle avait gardées enfermées pendant des années. « Je vais être entière, murmura-t-elle contre sa poitrine. Pour la première fois depuis mes 19 ans, je vais être entière. »« Tu as toujours été entière, » dit Terran avec férocité. « La valve ne t'a pas rendue brisée. Elle t'a juste rendue plus prudente, plus stratégique. » Il recula juste assez pour la regarder, ses pouces essuyant les larmes sur ses joues. « Mais je suis content que tu aies ça. Content que mon sang ait pu te rendre quelque chose. » 3 jours plus tard, Terran l'emmena dans une clairière privée dans les montagnes, loin de la forteresse du crépuscule et de tout autre loup qui pourrait assister à ce qui pourrait être un désastre ou un triomphe. La clairière était petite, entourée de pins, avec un ruisseau coulant le long d'un bord. La neige coiffait encore les plus hauts sommets visibles au loin. « Tu es sûr de ça? » demanda Terran. Il s'était transformé en loup, massif et noir avec ses mêmes yeux gris orageux. « Le docteur Lena a dit que tu devrais attendre 1 semaine de plus pour être en sécurité. » Rowan secoua la tête. « J'ai attendu 5 ans. Je n'attendrai plus. » Elle ferma les yeux, cherchant le loup qui avait été enfermé en elle pendant si longtemps. La transformation fit mal. Ça faisait toujours mal. Les os qui se réarrangeaient, les muscles qui se restructuraient, la peau qui cédait la place à la fourrure. Mais cette fois, il n'y avait pas de battement de cœur hésitant, pas d'arythmie menaçant de la faire s'effondrer en pleine transformation. Quand elle rouvrit les yeux, le monde avait l'air différent. Plus net, les couleurs atténuées mais les odeurs explosantes en complexité. Elle pouvait sentir la sève de pin, la teneur en minéraux du ruisseau, la signature unique du loup de Terran à proximité. Elle se regarda, vit une fourrure gris argentée là où il aurait dû y avoir le brun ou le noir standard commun à la plupart des loups. Le sang d'Alpha l'avait changé, l'avait marqué comme quelque chose de différent. Rowan rejeta la tête en arrière et hurla. 5 ans de frustration, de deuil et de désir se déversèrent dans ce son. 5 ans à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec son propre corps, qu'elle devait rester petite, en sécurité et limitée. Le hurlement de Terran rejoignit le sien, plus profond, résonnant dans sa poitrine. Puis il se mit à courir, ses jambes puissantes dévorant le sol, et Rowan courut avec lui. Ils coururent à travers la forêt, sautant par-dessus les troncs d'arbres tombés, éclaboussant le ruisseau, se poursuivant en cercle,
tandis que la joie du mouvement, de la liberté, chantait dans les veines de Rowan. Quand ils s'arrêtèrent enfin, tous deux haletants, Rowan reprit sa forme humaine. Theron fit de même. Ils se tenaient là dans la clairière, tous deux nus comme au jour de leur naissance, respirant fort et souriant comme des idiots. « Tu es rapide, dit Theron. Plus rapide que la plupart des loups que j'ai vus, une carrure différente. » Rowan regarda sa forme humaine, puis l'endroit où son loup avait été, plus petit, bâti pour la vitesse plutôt que pour la puissance. « Ça te va bien. » Theron traversa la clairière, la prit dans ses bras. « Tout en toi te va bien. » Il l'embrassa à nouveau, et cette fois, il y avait moins de douceur prudente et plus de faim. Ses mains glissèrent le long de son dos, l'attirant plus près. Les doigts de Rowan s'emmêlèrent dans ses cheveux, et elle lui rendit son baiser avec 5 ans de désir refoulé. 5 ans à se refuser tout ce qui semblait trop bon parce qu'elle ne pensait pas le mériter. Quand ils se séparèrent enfin, Theron appuya son front contre le sien. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Rowan Ashford. J'ai peut-être déjà succombé. Je ne suis pas tout à fait sûr de quand c'est arrivé. Je pense que j'ai succombé au moment où tu as dit que j'étais ton égal, admet Rowan. Personne ne m'a jamais appelé comme ça avant. Alors tous ceux que tu as rencontrés avant étaient des imbéciles. Ils firent l'amour là, dans la clairière, sur l'herbe douce avec la lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin. Et après, ils reprirent leur forme de loup et coururent jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et qu'ils doivent retourner à la forteresse du crépuscule avant que quelqu'un n'organise une équipe de recherche. 2 jours plus tard, une communication interceptée changea tout. Rowan était dans la cour d'entraînement avec Cade quand Theron apparut, l'expression sombre. « Nous devons parler. Mon bureau maintenant. » Dans le bureau privé de Theron, entouré des Six d'élite et de ses principaux conseillers, Rowan apprit que Silas Blackthorne, le chef renégat balafré de l'attaque du marché, avait envoyé un message. Il avait été livré à la patrouille frontalière, gravé dans l'écorce d'un arbre, avec ce qui ressemblait à des marques de griffes. Le message était simple et terrifiant. La cérémonie n'était que le début. Je viens chercher ce que tu m'as pris, Nightshade. Et cette fois, je n'échouerai pas. Il prépare une autre attaque, dit Cade en étudiant les photographies de la gravure sur l'arbre, probablement en visant directement la forteresse. Nous augmentons la sécurité, suggéra l'un des conseillers. Doublons les patrouilles, restreignons l'accès. Non, la voix de Theron coupa la discussion. Nous ne nous cachons pas derrière des murs. Ce n'est pas comme ça que nous gérons les menaces dans la meute Nightshade. Il regarda Rowan. Mais je veux que toi et Astrid soyez déplacés dans un lieu sûr jusqu'à ce que ce soit résolu. Absolument pas, dit immédiatement Rowan. Astrid reste là où elle est en sécurité. Mais je ne vais pas me cacher pendant que tu affrontes le loup qui a essayé de la tuer. Rowan, je suis sa gardienne. Cela signifie que je reste assez près pour la protéger. Et elle est plus en sécurité ici, à la forteresse du crépuscule, où tu as 300 guerriers et des fortifications défensives. Rowan croisa les bras. De plus, Silas a déjà vu ce que je suis prête à faire pour garder Astrid en sécurité. Peut-être qu'il est temps qu'il apprenne ce qui se passe quand je peux réellement me transformer pour me battre. La pièce devint silencieuse, puis Cade rit, un court d'aboiement d'approbation. Elle a raison, Votre Majesté. Nous l'avons traitée comme si elle était fragile, mais les loups fragiles ne prennent pas 9 limbes et ne survivent pas. Theron étudia Rowan un long moment. Elle soutint son regard, refusant de reculer. Finalement, il hocha la tête. « Très bien, mais tu suis les protocoles de sécurité à la lettre. Pas d'improvisation, pas d'héroïsme. Compris? » Compris. Cette nuit-là, Rowan était allongée dans son lit, dans ses quartiers, des pièces qui avaient été préparées à la hâte pour elle près de la suite d'Astrid lorsqu'elle avait accepté le poste de gardienne, et elle fixait le plafond. Demain, elle commencerait un entraînement formel aux armes avec les Six d'élite. Dans 3 jours, Theron avait prévu une réunion avec les autres Alphas du Nord pour discuter de la menace de Silus et coordonner une réponse. Dans 2 semaines, si le calendrier du Dr. Lena se maintenait, Rowan serait autorisé à combattre à pleine capacité, sans restriction. Tout changeait si vite. Il y a 1 mois, elle était ignorée, frottant les sols et vidant les poubelles. Maintenant, elle portait l'ordre de l'étoile d'argent autour de son cou, s'entraînait avec la garde royale et partageait des baisers avec un roi qui la regardait
comme si elle détenait les réponses à des questions qu'il ne savait pas comment poser. Un léger coup à sa porte l'attira de ses pensées. Elle ouvrit et trouva Terren debout, toujours habillé de la réunion de sécurité plus tôt. « Je n'arrivais pas à dormir », dit-il simplement. Rowan s'écarta, le laissant entrer. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins de la forteresse du crépuscule. « J'ai perdu ma compagne il y a 3 ans, à cause de renégats. Pas la meute de Silus, un autre groupe, mais la même idéologie. Ils ont tendu une embuscade à un convoi de civils. Alia l'escortait personnellement. Elle s'est battue comme une diablesse, a sauvé la plupart des civils, mais il y avait trop d'attaquants. Sa voix était plate, sans émotion, à la manière de quelqu'un qui avait raconté cette histoire tant de fois qu'elle avait perdu son pouvoir de blesser. Au moment où les renforts sont arrivés, elle était déjà partie. « Je suis désolé », dit doucement Rowan. Astrid avait 3 ans, assez jeune pour à peine se souvenir de sa mère maintenant. Parfois, j'en suis reconnaissant. Ça veut dire qu'elle n'était pas assez vieille pour comprendre pleinement le traumatisme. D'autres fois, je déteste ça, parce qu'Alia mérite qu'on se souvienne d'elle. Il se tourna pour lui faire face. J'ai passé 3 ans à être terrifié que quelque chose de similaire arrive à Astrid, que je la perde de la même manière que j'ai perdu sa mère. Et puis toi, cet Oméga que je n'avais jamais rencontré, qui ne nous devait rien, tu t'es jeté entre elle et la mort sans hésitation. » Il traversa la pièce, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quand je dis que je tombe amoureux de toi, ce n'est pas seulement parce que tu as sauvé ma fille. C'est parce que tu m'as montré qu'il y a encore des loups dans ce monde qui agissent avec ce genre de courage instinctif, qui voient quelqu'un en danger et s'en approchent au lieu de s'en éloigner. J'ai été entouré de calculs politiques et d'alliances stratégiques pendant si longtemps que j'avais commencé à oublier à quoi ressemble l'héroïsme sincère et simple. »« Ce n'était pas de l'héroïsme, » protesta Rowan. « C'était exactement de l'héroïsme, et tu dois arrêter de le minimiser. » Il lui prit le visage entre ses mains. « Demain, je vais faire une annonce. Je te demande d'être ma compagne, Rowan Ashford. Pas seulement la gardienne de d'Astrid, mais ma partenaire, mon égale aux yeux de la meute et des territoires. » Son souffle s'arrêta. « Terren, le Conseil n'acceptera jamais une Oméga. » « J'ai déjà parlé au Conseil. Le vote est passé par 8 voix contre 2. L'ancienne Helena s'est abstenue, ce que je choisis d'interpréter comme un progrès. » Son pouce caressa ses pommettes. « Si tu dis oui, c'est fait. Nous l'annoncerons demain et officialiserons le lien d'accouplement dans le mois. Les gens diront que tu fais une erreur politique, que tu devrais choisir une alpha d'une autre meute, renforcer les alliances. Les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je te choisis toi parce que tu es la seule louve que j'ai rencontrée en 3 ans, qui me fait me souvenir de ce que c'est que de vouloir quelque chose au-delà du devoir et de l'obligation. » Il appuya son front contre le sien. « Dis oui, Rowan, s'il te plaît. » Elle pensa à la fille qui avait été rejetée de la formation de la garde il y a 5 ans. Celle à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez forte, pas assez. Cette fille n'aurait jamais cru ce moment possible. Mais Rowan n'était plus cette fille. Elle avait pris 9 lames et survécu. Elle avait guéri ce que tout le monde disait inguérissable. Elle avait gagné le respect du roi du Nord et de ses guerriers d'élite. Elle avait prouvé encore et encore que la valeur n'avait rien à voir avec le rang, la lignée ou ce que quiconque croyait de vous. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je serai ta compagne. » Theron l'embrassa, profondément et possessivement, et Rowan lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, il appuya son front contre le sien. « Merci, dit-il, d'avoir dit oui, de rester, d'être exactement qui tu es. Merci de m'avoir remarqué quand tout le monde regardait à travers moi. » Il resta cette nuit-là et ils parlèrent jusqu'à l'aube de tout et de rien. Ses plans pour les territoires du Nord, ses espoirs pour ce qu'elle pourrait accomplir en tant que gardienne et compagne, les stratégies dont ils auraient besoin pour contrer la menace de Silus, la logistique d'une cérémonie d'accouplement qui satisferait les protocoles royaux tout en restant authentique. Quand le soleil se leva enfin, peignant les montagnes d'or, Rowan était allongé dans ses bras et pensait à quel point tout cela aurait semblé impossible quelques semaines auparavant. À quelle vitesse tout avait changé, à quel point c'était terrifiant et parfait d'être vraiment vu par quelqu'un qui commandait le respect de milliers de personnes,
mais choisissait de lui donner son cœur. Cette paix dura exactement 8 heures. En milieu de matinée, ils se tenaient devant le Conseil du Nord au complet, et la machinerie politique des territoires se mit en branle. L'annonce provoqua des ondes de choc à travers la forteresse du crépuscule et au-delà. Theron fit l'annonce dans la grande salle, devant une assemblée de chefs de meute, de membres du Conseil et de représentants de chaque territoire de l'Alliance du Nord. Il se tenait sur l'estrade surélevée avec Rowan à ses côtés, sa main fermement serrée dans la sienne, et déclara son intention de la prendre pour compagne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, l'ancienne Helena Cross se leva de son siège parmi le conseil. C'était une femme redoutable, à la fin de la soixantaine, aux cheveux argentés et au regard perçant, connue pour sa position conservatrice sur les traditions de la meute. Tout le monde s'attendait à son objection. Au lieu de cela, elle dit « Je m'abstiens de tout commentaire sur les choix personnels du roi. Mais je dirai ceci. J'ai observé Rowan Ashford s'entraîner avec nos Six d'élite. Elle tient sa place. Elle a gagné sa place ici par ses actes, pas par la politique. Cela compte. » Ce n'était pas tout à fait une approbation, mais venant d'Helena, cela aurait tout aussi bien pu être un soutien retentissant. Le reste du conseil suivit son exemple, et la salle éclata dans les hurlements traditionnels d'acceptation. Tout le monde n'avait pas l'air enthousiaste, mais personne ne contesta ouvertement la décision de Theron. « Ça s'est mieux passé que prévu », murmura Rowan alors qu'il quittait l'estrade. « Helena est pragmatique avant tout », répondit Theron. « Elle t'a vu te battre dans cet essai de combat. Elle sait de quoi tu es capable et elle comprend que la tradition ne signifie rien si la lignée ne survit pas pour la perpétuer. Tu as protégé cet avenir. Elle respecte ça. » La cérémonie d'accouplement fut programmée pour 2 jours après l'annonce formelle. Pas la préparation traditionnelle d'1 mois, mais Theron voulait que ce soit fait rapidement. « Silus est toujours là dehors », avait-il expliqué. « Je veux que notre lien soit officialisé avant que nous ayons à l'affronter. Je veux que tout le monde, y compris lui, sache exactement ce que tu es pour moi et pour cette meute. » Mais d'abord, il y avait la question de la sécurité et de la menace imminente. Les rapports de renseignement arrivèrent régulièrement au cours des 48 heures suivantes. Silus Blackthorn avait été repéré près de la frontière Est avec une force d'au moins 20 renégats. Ils étaient bien armés, organisés, planifiant clairement quelque chose d'important. La question était de savoir quand et où ils frapperaient. Rowan passa ces 2 jours en entraînement intensif avec les Six d'élite. Son cœur était complètement guéri maintenant. Le docteur Lena l'avait confirmé. Pas de restrictions, pas de limitations. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait se battre sans craindre que son propre corps ne la trahisse. Cad la fit travailler sur des scénarios de combat spécifiquement conçus pour défendre Astrid. La cérémonie sera publique, expliqua-t-il, se déplaçant à travers des schémas d'attaque pendant que Rowan se défendait. 300 invités, peut-être plus. C'est beaucoup de variables, beaucoup de menaces potentielles. Ton travail est de rester entre Astrid et le danger, quoi qu'il arrive. Et si le danger vient de plusieurs directions, alors tu priorises en fonction de l'immédiateté et de la létalité. Fais confiance aux Six d'élite pour gérer les menaces périphériques. Ta seule préoccupation est l'héritière. Tout le reste est secondaire. Ils répétèrent les scénarios encore et encore jusqu'à ce que les muscles de Rowan soient endoloris et que la sueur imbibe ses vêtements d'entraînement. Mais à la fin du 2e jour, elle pouvait répondre aux menaces sans réfléchir, son corps bougeant par instinct et entraînement plutôt que par décision consciente. « Tu es prête », dit Cade alors qu'il terminait la dernière répétition. « Plus prête que la plupart des loups qui se sont entraînés toute leur vie pour ça. » Cette nuit-là, Rowan alla voir Astrid avant de se coucher. La louveteau était déjà en pyjama, assise en tailleur sur son lit avec un livre ouvert sur ses genoux. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Rowan depuis l'embrasure de la porte. Astrid leva les yeux, le sourire éclatant. « Je suis trop excité pour demain. Tu vas vraiment être ma nouvelle maman. » Rowan traversa la pièce jusqu'au lit, s'asseyant sur le bord. « Je serai ta gardienne et la compagne de ton père. Ça fait de nous une famille, oui. » Bien. Astrid mit le livre de côté, soudainement sérieuse. « Je ne me souviens pas beaucoup de ma première maman. Juste de petites choses, l'odeur qu'elle avait, comment elle me chantait des chansons au coucher. Papa dit qu'elle était courageuse. Je suis sûr qu'elle était incroyablement courageuse. »« Tu as peur ?» demanda Astrid. « Pour demain. » Rowan envisagea de mentir,
de donner la réassurance facile que les adultes offrent souvent aux enfants. Mais Astrid méritait l'honnêteté. Un peu. C'est un grand changement. Mais je suis aussi excité. Ton père est un homme bon, et toi, elle tapota doucement le nez d'Astrid, tu es la meilleure partie de tout ça. Tu veux bien me chanter une chanson? La voix d'Astrid devint petite, comme ma maman le faisait. Une boule se forma dans la gorge de Rowan. Elle ne savait pas quelle chanson Elia avait chantée, mais elle se souvenait des berceuses que sa propre mère lui avait offertes avant de mourir. De vieilles chansons de meute transmises de génération en génération. Elle commença à chanter doucement et bas, et les yeux d'Astrid se fermèrent. Quand Theron la trouva 1 heure plus tard, elle était toujours assise sur le lit d'Astrid. La louveteau endormit la tête sur les genoux de Rowan. Elle m'a demandé de chanter, murmura Rowan. L'expression de Theron s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait vue que lorsqu'il regardait sa fille. Alia le faisait tous les soirs. Il traversa la pièce jusqu'au lit, soulevant délicatement Astrid et l'abordant sous les couvertures. Merci d'être ce dont elle a besoin. Elle rend les choses faciles. Ils quittèrent la chambre d'Astrid ensemble, marchant à travers les quartiers silencieux de la forteresse du crépuscule. La plupart de la meute dormait, bien que des gardes patrouillaient à intervalles réguliers, leur présence rassurante à la lumière des menaces de Silus. « Demain, dit Theron, s'arrêtant devant les quartiers de Rowan. Tout change, tu seras ma compagne, membre de la lignée royale. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne veux pas revenir en arrière. » Il la tira près de lui, l'embrassant avec une tendresse qui lui fit mal à la poitrine. « Bien, parce que je ne te laisserai pas partir. Jamais. » La cérémonie d'accouplement eut lieu dans la grande salle au coucher du soleil, une lumière dorée entrant par les hautes fenêtres et peignant tout dans des tons ambrés et chauds. La salle était remplie d'invités. Pas les 500 traditionnels que les accouplements royaux exigent habituellement, mais un rassemblement plus intime d'environ 100 loups. Des chefs de meute, des membres du conseil, les Six d'élite, le docteur Lena et des représentants des territoires alliés. Rowan portait une robe que la reine-mère avait commandée spécialement pour l'occasion. Un vert forêt profond, coupé pour honorer les styles traditionnels des cérémonies d'accouplement, tout en permettant une liberté de mouvement. L'ordre de l'étoile d'argent pendait à son cou, les saphirs captant la lumière. Ses cheveux gris argentés, de la même couleur que sa forme de loup, avaient été laissés lâches, tombant en vagues sur ses épaules. Astrid servait de demoiselle d'honneur, portant une robe bleu pâle et un panier de fleurs sauvages des montagnes. Elle prit son rôle au sérieux, dispersant des pétales le long de l'allée avec une précision minutieuse, son visage crispé de concentration. Theron attendait à l'avant de la salle, portant une tenue de cérémonie qui le rendait encore plus imposant que d'habitude. Mais quand ses yeux trouvèrent Rowan, tout le reste s'effaça. Il n'y avait que ce regard, celui qui disait qu'il la voyait vraiment et la choisissait quand même. La cérémonie elle-même était traditionnelle. La reine-mère présidait, prononçant les mots anciens dans la vieille langue qui précédait les structures modernes des meutes. Rowan et Theron échangèrent leurs vœux, leurs mains jointes, le sang se mêlant de petites coupures sur leurs paumes pour sceller le lien. Quand Theron prononça ses vœux, sa voix résonna clairement dans la salle. « Je promets de toujours te voir. Pas comme une Oméga, une gardienne ou une héroïne, mais comme Rowan, la femme qui a tout changé, qui m'a montré que la force n'a rien à voir avec le rang, qui m'a redonné espoir quand je pensais l'avoir perdu pour toujours. » Les propres vœux de Rowan venaient d'un endroit profond et honnête. « Je promets de protéger ce que nous avons construit, de me battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, de vous aimer, toi et Astrid, avec tout ce que je suis, de ne jamais cesser d'être la louve que tu as reconnue quand tout le monde regardait à travers moi. » La reine-mère sourit, ses yeux anciens chauds d'approbation. « Alors, par les anciennes lois et les nouvelles, je reconnais ce lien d'accouplement. Rowan Ashford, tu es maintenant Rowan Nightshade, compagne de l'Alpha Roy, gardienne de l'héritière, membre de la lignée royale. » Le lien d'accouplement se mit en place comme une chose physique, un fil d'or reliant son cœur à celui de Theron. Rowan halta à l'intensité de la chose. Elle pouvait le sentir maintenant, sentir ses émotions aussi clairement que les siennes. Amour féroce et protecteur. Fierté, soulagement, joie.
Il la prit dans ses bras et l'embrassa pendant que les loups assemblés hurlèrent leur approbation. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, il murmura contre ses lèvres. « Mienne, enfin mienne, tienne, acquiesça-t-elle, toujours. » Mais même alors qu'il se tournait pour faire face à la foule en fade, même alors qu'Astrid se précipitait pour les serrer tous les deux dans ses bras, Rowan sentit une pointe de malaise. Ses nouveaux sens, aiguisés par le lien d'accouplement, captèrent quelque chose d'anormal dans l'air, une odeur qui n'avait pas sa place. Elle se tendit, scrutant la salle. Les Six d'élite l'avaient déjà remarqué. Elle vit la main de Cade se déplacer subtilement vers son arme. Les autres gardes changèrent de position, créant une formation protectrice autour de Terran et Astrid. Puis les fenêtres explosèrent vers l'intérieur. Le verre plut alors que des loups s'écrasaient à travers les hautes fenêtres de tous les côtés de la salle. 20 d'entre eux, peut-être plus, se déplaçant avec une précision coordonnée. Des renégats, des extrémistes Bloodfang, et à leur tête, tombant à travers la lucarne brisée dans une pluie de verre cassé, se trouvait Silas Blackthorn lui-même. Il atterrit au centre de la salle sous forme de loup, massif, balafré, les yeux brûlants d'une folie teintée de rouge. Puis il reprit sa forme humaine, debout, nu parmi les éclats de verre, cette cicatrice en zigzag sur son visage tordu en un sourire. « Félicitations pour votre accouplement, Nightshade » cria Silus, sa voix portant par-dessus le chaos des invités hurlants et des gardes grognants. « Quelle journée parfaite pour prendre tout ce que vous aimez. » Ses yeux se fixèrent sur Astrid. Rowan bougea sans réfléchir, se plaçant entre la louveteau et le chef renégat. « Tu la veux, tu devras encore passer par moi. »« Oh, je me souviens de toi. » Le sourire de Silus s'élargit. « L'Oméga qui ne voulait pas tomber. J'ai beaucoup pensé à toi ces dernières semaines. Je me suis demandé ce qui pousse une louve comme toi à se jeter sur des lames pour l'enfant de quelqu'un d'autre. » Il commença à marcher vers eux, décontracté, comme s'il avait tout le temps du monde. J'ai fini par comprendre. Tu es brisé à l'intérieur, en quête d'un but, essayant de prouver que tu vaux quelque chose. Tu as tort. La voix de Rowan était stable malgré l'adrénaline qui inondait son système. Je sais exactement ce que je vaux. C'est toi qui es brisé, Siwu, détruit par le deuil et la haine jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que la vengeance. Autour d'eux, la salle avait sombré dans le chaos. Les Six d'élite engageaient les attaquants renégats, leur entraînement évident dans chaque mouvement précis. Les invités se précipitaient vers les sorties ou se transformaient en loups pour se battre. Mais toute l'attention de Rowan restait sur Silas et la louveteau derrière elle. « Donne-moi la fille, » dit Silus, toujours en avançant, « et je laisserai le reste d'entre vous vivre. Vous avez ma parole. » Ta parole ne signifie rien. Theron apparut à côté de Rowan, se déplaçant avec cette grâce liquide qui marquait les alphas dominants. Tu as attaqué un marché neutre, ciblé un enfant, enfreint toutes les lois qui empêchent notre société de s'effondrer dans le chaos. Tu as brisé mon monde en premier, rugit Silus, son contrôle se fissurant enfin. Tu as tué ma compagne, l'as traquée comme un animal et l'as exécutée pour le crime de croire que les anciennes coutumes étaient meilleures. Elle a assassiné 6 civils dans une embuscade de convoi, rétorqua Theron, y compris 2 enfants. Nous ne l'avons pas exécutée. Nous l'avons empêché de tuer plus d'innocents. Il y a une différence. Pas pour moi, Silus se jeta en avant, mais il ne visa pas Theron. Il visa l'espace à côté de lui, essayant de contourner pour atteindre l'endroit où se tenait Astrid. Le même mouvement qu'il avait tenté au marché. Le mouvement qui avait valu à Rowan sa 8e lame. Cette fois, elle était prête. Rowan se transforma en plein mouvement, sa forme de loup gris argenté explosant à l'existence. Elle était plus petite que le loup de Silus, mais plus rapide. Tellement plus rapide. Elle le frappa de côté, l'éloignant d'Astrid, les dents claquant pour sa gorge. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de fourrures, de griffes et de mâchoires claquantes. Silus était plus fort, son avantage de poids significatif, mais Rowan se battait avec stratégie plutôt qu'avec force brute. Elle utilisait son élan contre lui, roulait avec ses attaques plutôt que d'essayer de les bloquer de front, visait les points vulnérables, les yeux, la gorge, le ventre mou. Elle sentit des griffes lui lacérer l'épaule, la douleur vive et immédiate. Elle sentit des dents attraper sa patte arrière gauche, essayant de la paralyser, mais son cœur continuait de battre, stable et fort,
la valve tenant bon même sous le stress extrême du combat et de la transformation. Le docteur Lena avait eu raison. Elle était guérie, entière. Rowan se dégagea de l'étreinte, tourna en cercle, cherchant une ouverture. Autour d'eux, les Six d'élite abattaient systématiquement les renégats. Cade en avait deux immobilisés, sa lame à leur gorge. Les autres gardes travaillaient en paire coordonnée, leur entraînement évident dans chaque mouvement. Mais Silas était à elle, ce loup qui avait essayé de tuer Astrid, qui avait forcé Rowan à prendre 9 lames, qui avait apporté la violence et la mort à ce qui aurait dû être une célébration d'amour et de nouveau départ. C'était son combat à terminer. Silas chargea à nouveau, et cette fois Rowan n'esquiva pas. Elle le rencontra de front, son corps plus petit se propulsant vers le haut, ses dents trouvant prise dans sa gorge. Pas une morsure mortelle, pas encore, mais assez pour qu'il la sente. Assez pour lui de montrer qu'elle n'était plus l'oméga désespéré et blessé du marché. Elle était une gardienne, la compagne de l'Alpha Roy, une louve qui avait été testée par le feu et qui avait fait ses preuves dans le sang. Salus essaya de la secouer, mais Rowan tint bon. Ses mâchoires se resserrèrent, sentant son pouls battre contre sa langue. Une bonne morsure et elle pourrait en finir. En finir avec lui, s'assurer qu'il ne menacerait plus jamais Astrid. Mais alors elle se souvint de la question d'Astrid la nuit précédente. « Tu as peur ?» Et sa propre réponse. « Un peu, mais je suis aussi excité. » Ce n'était pas de l'excitation. C'était de la peur, de la colère et la sombre satisfaction d'avoir un ennemi impuissant sous elle. C'était devenir exactement ce que Silas était devenu, si consumé par le besoin de vengeance que plus rien d'autre ne comptait. Rowan relâcha sa prise, recula. Autour d'eux, le combat avait cessé. Les renégats s'étaient maîtrisés ou morts. Les Six d'élite montaient la garde sur les survivants. La salle était devenue silencieuse, à l'exception de la respiration lourde des loups et des gémissements des blessés. Silus reprit sa forme humaine, le sang coulant de la blessure à son cou. Il la fixa, la confusion claire dans ses yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué? »« Parce que quelqu'un doit briser le cycle, » dit Rowan, reprenant elle-même sa forme humaine. Elle était consciente de sa nudité, du sang qui la couvrait après le combat, des 300 témoins qui observaient ce moment. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Je comprends cette douleur, mais me tuer ne la ramènera pas. Tuer Astrid ne te fera pas te sentir mieux. Ça ne créera que plus de deuil, plus de pertes, plus de loups comme toi, consumés par la haine. Alors que voudrais-tu que je fasse? La question sortit brisée et pour la première fois, Silus semblait moins un dangereux chef renégat qu'un loup qui avait tout perdu. Vie! Rowan s'approcha, prenant soin de se maintenir entre lui et Astrid, mais plus dans une posture agressive. Fais face à un procès pour ce que tu as fait. Accepte les conséquences et peut-être, un jour, trouve un moyen d'honorer la mémoire de ta compagne qui n'implique pas de tuer des enfants. Theron vint se tenir à ses côtés, lui passant sa chemise pour se couvrir. Sa main trouva la sienne, leur lien d'accouplement vibrant d'une émotion partagée. Fierté, amour, soulagement. « Silas Blackthorne, » dit Theron, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. « Vous êtes en état d'arrestation pour terrorisme, tentative de meurtre et violation des lois sur le territoire neutre. Vous serez jugé devant le Conseil du Nord. Si vous coopérez, témoignez contre le reste de l'organisation Bloodfang, nous aider à démanteler le réseau que vous avez construit, je recommanderais la réclusion à perpétuité plutôt que l'exécution. » Pourquoi? La voix de Silus était rauque. Pourquoi me montrer de la pitié? Parce que ma compagne me l'a demandé. Theron regarda Rowan et l'amour dans ses yeux serra la poitrine de celle-ci. Et elle s'est avérée plus sage que la plupart des loups que je connais. Si elle pense que tu mérites une chance de choisir un chemin différent, alors je suis prêt à honorer cela. Les Six d'élite s'avancèrent, liant Silus et les renégats survivants avec des chaînes d'argent qui supprimeraient leur capacité à se transformer. Les invités commencèrent à sortir de leur cachette, murmurant entre eux sur ce dont ils avaient été témoins. Le docteur Lena se déplaçait déjà dans la salle, évaluant les blessures, dirigeant son personnel médical. Astrid apparut aux côtés de Rowan, les yeux écarquillés. « Tu ne l'as pas tué. »« Non, ma chérie, je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi pas? Il a essayé de nous faire du mal. » Rowan s'agenouilla pour être à la hauteur de la louveteau.
Parce que tuer devrait toujours être le dernier choix, pas le premier. Nous sommes plus forts que lui. Nous avons gagné. C'est suffisant. Astrid réfléchit à cela, son jeune visage sérieux, puis elle hocha la tête. D'accord. Je pense que c'est courageux aussi. Un autre genre de courage. Exactement. Le procès eut lieu une semaine plus tard dans la grande salle qui avait été réparée et renforcée après l'attaque. Silus se tenait devant le Conseil du Nord, lié par l'argent, face aux représentants de chaque meute de l'Alliance. Les charges furent lues. Terrorisme, tentative de meurtre, conspiration, violation des lois sur le territoire neutre, agression contre la lignée royale. Les preuves étaient accablantes, des témoins de l'attaque du marché, des enregistrements de sécurité de la cérémonie, des témoignages de renégats capturés qui se retournèrent contre leur chef en échange de peines plus légères. Mais Silus ne nia rien. Au lieu de cela, il fit quelque chose d'inattendu. Il témoigna. Il donna des noms, des lieux, des informations détaillées sur les opérations de Bloodfang dans les territoires du Nord, les planques où les armes étaient stockées, les réseaux de communication qu'ils avaient utilisés pour coordonner les attaques, les plans d'opération futurs qui étaient en développement. « Pourquoi coopérez-vous » demanda l'ancienne Helena, ses yeux perçant l'étudiant. « Vous auriez pu rester silencieux, nous faire travailler pour cette information. Parce que cet Oméga avait raison. » Silus regarda directement Rowan, là où elle était assise à côté de Theron au premier rang. « J'ai passé 3 ans consumé par la haine. Ça n'a pas ramené ma compagne. Ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Ça m'a juste transformé en quelque chose qu'elle aurait détesté. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais peut-être que je peux empêcher d'autres de faire la même erreur. » Le conseil délibéra pendant 2 heures. À leur retour, leur verdict fut unanime. Coupable de toutes les charges. La sentence? Réclusion à perpétuité dans l'établissement de sécurité maximale des territoires du Nord, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans s'ils continuaient à coopérer et à montrer une réhabilitation sincère. Alors que les gardes l'emmenaient, Silas s'arrêta à côté de Rowan. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir montré de la pitié quand je ne le méritais pas. »« Tout le monde mérite la chance de choisir un meilleur chemin, » répondit Rowan. « Que vous preniez cette chance ou non, cela ne dépend que de vous. » Les semaines qui suivirent le procès passèrent dans un tourbillon de rétablissement et de réorganisation. Le réseau Bloodfang fut systématiquement démantelé grâce aux informations fournies par Silus. 43 renégats furent arrêtés. 3 planques furent perquisitionnées, rapportant suffisamment d'armes et d'explosifs pour équiper une petite armée. La menace qui pesait sur les territoires du Nord depuis des années était enfin et définitivement terminée. Rowan se jeta dans ses fonctions de gardienne d'Astrid et de compagne de Theron. Elle s'entraînait quotidiennement avec les Six d'élite, ses compétences s'améliorant rapidement maintenant que son cœur était complètement guéri. Elle assistait aux réunions du Conseil, apprenant le paysage politique complexe des relations intermeutes. Elle lança un projet auquel elle pensait depuis le procès. Un programme d'entraînement au combat pour les Omégas qui voulaient apprendre l'autodéfense, mais qui s'étaient vu refuser l'accès à la formation de guerriers traditionnels. « Je veux l'appeler l'Académie de défense des Omégas du Nord », dit-elle à Theron un soir alors qu'ils examinaient sa proposition. « Ouverte à tout Oméga de n'importe quelle meute de l'Alliance. Instruction gratuite par des professeurs bénévoles. J'ai déjà Kate à bord et 2 autres membres des Six d'élite ont dit qu'ils aideraient. » Theron parcourut le programme détaillé qu'elle avait rédigé. « C'est ambitieux. Tu parles de changer fondamentalement la façon dont les Omégas sont perçus dans notre société. » Est-ce qu'un non? C'est un oui. Il la tira sur ses genoux, l'embrassant franchement. « Je suis en admiration devant toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es passé de bruit de fond à révolutionnaire en l'espace de 2 mois. Je veux juste que d'autres loups aient des chances que je n'ai pas eues. Qu'ils ne passent pas des années à s'entendre dire qu'ils ne sont pas assez bons alors qu'ils ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. » L'Académie ouvrit 6 semaines après la cérémonie d'accouplement. La première classe comptait 25 étudiants, âgés de 16 à 48 ans. Des loups qui s'étaient vus refuser la formation de garde pour diverses raisons. Problèmes de santé, âge, politique de la meute. Rowan leur enseigna tout ce qu'elle avait appris. Comment se battre sans se transformer. Comment utiliser la taille d'un adversaire contre lui. Comment transformer des objets du quotidien en armes.
comment évaluer les menaces et les protéger les autres. 3 autres meutes, dont Silverwood, demandèrent la permission d'envoyer des étudiants. L'Alpha Warren lui-même se présenta à la forteresse du Crépuscule pour discuter du programme. « J'ai eu tort à ton sujet, dit-il, rencontrant Rowan et Theron dans leur bureau. Tort de rejeter ta candidature à la garde. Tort de supposer que tu ne pouvais pas contribuer juste à cause d'un problème médical. Tu as prouvé cela et bien plus encore. » Rowan étudia son oncle, ce loup qui avait tant façonné sa jeunesse par son rejet. « Tu faisais ce que tu pensais être juste, me protéger. Je comprends ça maintenant. Quand même, je suis désolé, et j'aimerais me racheter en soutenant ton académie. Silverwood enverra 5 étudiants à ta prochaine classe et fournira des fonds pour l'équipement d'entraînement. J'apprécie. » Rowan garda sa voix neutre. Elle avait dépassé le besoin de son approbation, mais elle ne rejetterait pas un soutien sincère. Mais comprends bien, il ne s'agit pas de donner une bonne image à Silverwood. Il s'agit de donner de réelles opportunités aux Oméga. Je sais, c'est pourquoi je le fais. 4 mois après la cérémonie d'accouplement, Rowan se tenait dans la cour d'entraînement de l'académie, regardant sa première promotion démontrer ses compétences. 25 étudiants qui étaient entrés incertains et à qui on avait dit toute leur vie qu'ils n'étaient pas assez forts. Maintenant, ils se déplaçaient avec confiance, exécutant des manœuvres défensives complexes, travaillant en équipe pour protéger des civils simulés contre des menaces simulées. Astrid était assise sur la clôture à côté de Theron, regardant avec une attention captivée. « Quand je serai plus grande, je pourrai m'entraîner là aussi ?» demanda-t-elle. « Tu es l'héritière, » répondit Theron. « Tu auras des tuteurs privés, la meilleure formation disponible. Mais je veux m'entraîner avec les autres Oméga, apprendre ce que Rowan enseigne. » Theron regarda Rowan, un sourcil levé. Elle sourit. « Je pense que ça pourrait s'arranger dans quelques années quand tu seras assez grande. » Après la fin de la démonstration et la dispersion des étudiants, le docteur Lena s'approcha avec une tablette à la main. « J'ai vos derniers résultats de test. » Son pouce s'accéléra. Elle s'était sentie bizarre dernièrement, fatiguée, parfois nauséeuse, son odorat encore plus aigu que d'habitude. Elle l'avait soupçonné, mais ne s'était pas permis d'espérer. « Vous êtes enceinte », confirma le docteur Lena avec un sourire chaleureux. « D'environ 6 semaines, le bébé est en bonne santé, le rythme cardiaque est fort, pas de complications. » La main de Rowan se posa sur son ventre encore plat. Un bébé. Elle allait avoir l'enfant de Theron. Astrid allait être une grande sœur. « Vous êtes sûr ?» Sa voix sortit tremblante. « Avec mon historique médical, votre cœur est complètement guéri. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas mener votre grossesse à terme en toute sécurité. Je voudrais vous surveiller de près, mais je m'attends à une grossesse normale. » Le docteur Lena lui serra l'épaule. « Félicitations, Rowan. » Cette nuit-là, après qu'Astrid eût été mise au lit, Rowan l'annonça à Theron. Ils étaient dans leur quartier privé, les pièces qu'ils partageaient maintenant en tant que compagnons, avec des fenêtres donnant sur les montagnes. « Je suis enceinte. » Theron devint très immobile. Puis il traversa la pièce en 3 foulées, la prenant dans ses bras. « Tu es sûr? » Le docteur Lena a confirmé. 6 semaines, terme dans environ 7 mois. Il l'embrassa, profondément, férocement et plein de joie. Quand il se recula, ses yeux brillaient. « Nous allons avoir un bébé. Astrid va avoir un frère ou une sœur. »« Tu es heureux ?» demanda Rowan, ayant besoin de l'entendre. « Heureux ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Terrifié, oui, mais surtout juste. » Il posa sa main sur son ventre, la paume chaude à travers sa chemise. « Reconnaissant. Pour toi. Pour ça. Pour la famille que nous construisons. » 6 mois plus tard, Rowan se tenait à nouveau dans la cour d'entraînement de l'académie, cette fois visiblement enceinte de 7 mois, enseignant des techniques de combat avancées à sa 2e classe d'étudiants. 50 étudiants, cette fois. La nouvelle du succès du programme s'était répandue, et des loups de tous les territoires voulaient participer. Elle avait modifié ses méthodes d'enseignement pour s'adapter à son corps changeant, se concentrant davantage sur la théorie et la démonstration, tout en laissant les étudiants seniors de la première classe s'occuper des combats d'entraînement. Mais elle venait toujours tous les jours, mettait toujours son énergie à s'assurer que ces loups avaient les chances qui lui avaient été refusées. La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion avait été une affaire formelle,
à laquelle assistaient un des chefs de meute et les membres du conseil. 12 des 25 diplômés avaient reçu des offres pour rejoindre les gardes de meute dans divers territoires. 3 avaient été recrutés par les Six d'élite comme personnel de soutien avec des perspectives d'adhésion complète. Les autres étaient retournés dans leur meute avec de nouvelles compétences et une nouvelle confiance. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes. Les territoires avec des omégas formés dans des rôles de sécurité montraient une diminution de 42% des attaques réussies contre les civils. L'Alliance du Nord était plus sûre, plus forte, plus unifiée qu'elle ne l'avait été depuis des générations. Astrid, presque 7 ans maintenant, était devenue la mascotte non officielle de l'Académie. Elle assistait aux démonstrations, encourageait les étudiants et harcelait constamment Rowan pour savoir quand elle serait assez grande pour s'entraîner officiellement. Encore 2 ans, lui rappelait Rowan pour la 100e fois. Quand tu auras 9 ans et demi, tu pourras commencer le programme junior. C'est une éternité, se plaignait Astrid. Ça passera plus vite que tu ne le penses. 1 an après la cérémonie d'accouplement, Rowan entra en travail avec 3 semaines d'avance. Le docteur Lena assura à tout le monde que c'était normal. Rien d'inquiétant. Mais Theron fit les 100 pas dans l'aile médicale comme un loup en cage jusqu'à ce que leur fils arrive enfin. Ash Nightshade vint au monde en hurlant, en bonne santé et fort, avec les cheveux sombres de son père et les yeux gris de sa mère. Rowan le tenait, épuisée, submergée et plus amoureuse qu'elle n'aurait cru possible. Astrid rencontra son nouveau frère le lendemain, grimpant prudemment sur le lit pour regarder le petit paquet dans les bras de Rowan. « Il est si petit. »« Tu étais aussi petite que ça un jour, » dit Theron, assis à côté d'eux. « Je peux le tenir? » Rowan transféra délicatement le bébé dans les bras d'Astrid, soutenant sa tête, lui montrant comment le bercer correctement. Le visage d'Astrid s'adoucit d'émerveillement. « Salut Ash, murmura-t-elle. Je suis ta grande sœur. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. Et quand tu seras assez grand, maman Rowan t'apprendra à te battre. Tu vas être si fort. » Des larmes piquèrent les yeux de Rowan. Elle ne prit pas la peine de les cacher. 1 an auparavant, elle était ignorée, convaincue qu'elle ne compterait jamais pour personne. Maintenant, elle était assise, entourée de sa famille, son compagnon, sa fille, son fils, au centre d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir être la sienne. 2 ans après la cérémonie d'accouplement, à l'anniversaire de l'attaque du marché qui avait tout changé, Rowan se tenait devant la pierre commémorative du marché du Carrefour. La pierre portait 8 noms, des loups morts dans diverses attaques de Bloodfang au fil des ans, y compris Alia Nightshade. Theron se tenait à ses côtés, une main tenant celle d'Astrid, l'autre soutenant Ash, âgé de 18 mois, sur sa hanche. Ils avaient fait ce pèlerinage ensemble, une famille honorant le passé tout en célébrant le chemin parcouru. « Maman Alia » dit doucement Astrid, touchant le nom gravé, et maman Rowan. Elle regarda entre la pierre et Rowan. Toutes les deux des héroïnes. « Ta première maman serait très fière de toi, » dit Rowan en s'accroupissant au niveau d'Astrid. « Tu as tellement grandi, tu es devenue si courageuse et si gentille. » Une jeune Oméga s'approcha avec hésitation. Elle ne pouvait pas avoir plus de 19 ans, avec des yeux nerveux et des épaules voûtées qui parlaient de quelqu'un habitué à se faire petit. « Excusez-moi, dit-elle, êtes-vous Rowan Nightshade, celle qui a fondé l'Académie de défense? » « C'est moi. » Le visage de la fille se transforma de soulagement et d'espoir. « Je viens d'être acceptée dans votre programme. Je commence le mois prochain. Je voulais vous dire merci. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que je ne suis pas assez forte pour protéger qui que ce soit. Votre académie, ce que vous faites, ça signifie tout pour des loups comme moi. Ça signifie que nous ne sommes plus ignorés. » Des larmes piquèrent dans les yeux de Rowan. Elle se leva, prit la main de la fille. « Vous n'avez jamais été invisible. Le monde ne regardait tout simplement pas. Mais il regarde maintenant. » Après le départ de la fille, Theron serra Rowan contre lui. Ash attrapa une poignée de ses cheveux, babillant joyeusement. Astrid enroula ses bras autour de leurs 2 jambes dans un câlin enthousiaste. « Tu as changé le monde, » murmura Theron à l'oreille de Rowan. Une blessure de l'âme à la fois, une étudiante à la fois, une louve assez courageuse pour se tenir debout quand tout le monde disait qu'elle devait tomber. Rowan regarda la pierre commémorative, puis sa famille, puis le marché autour d'eux. Des loups d'une 12aine de territoires commerçant pacifiquement, des enfants jouant sans peur, des omégas marchant la tête haute
au lieu d'être voûtée dans des postures défensives. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, rejetée et ignorée, frottant les sols tout en rêvant d'un but qui semblait impossible. Elle pensa aux 8 lames qu'elle avait prises, chacune un choix de se tenir debout plutôt que de fuir. Elle pensa à se réveiller entourée de loups qui reconnaissaient sa valeur quand elle avait cessé de la reconnaître elle-même. J'ai pris 8 lames pour un enfant que je ne connaissais pas, dit-elle doucement, et je me suis réveillée pour trouver une meute de loups à mon chevet. Pas comme des gardes veillant sur une oméga blessée, comme une famille, comme des témoins de ma valeur, comme la preuve que parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est simplement de refuser de tomber, même quand chaque blessure vous dit que vous devriez. Theron lui embrassa la tempe. Astrid serra plus fort. Ash rit et attrapa son nez avec des doigts collants. « Aucun regret? » demanda Theron. Rowan regarda tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle était devenue, tous ceux qu'elle avait sauvés, enseignés et inspirés. Elle pensa aux Omégas ignorés à travers les territoires qui apprenaient qu'ils pouvaient être des guerriers, aux renégats qui avaient eu une seconde chance au lieu d'exécution, à une petite fille qui se sentait assez en sécurité pour rire et rêver parce que quelqu'un lui avait montré que la protection ne nécessitait pas la perfection. Pas un seul, dit-elle, et à ce moment-là, debout devant un mémorial aux morts, entourée de la vie pour laquelle elle s'était battue, Rowan Nightshade, ancienne femme de ménage, gardienne de l'héritière, compagne de l'Alpha Rouy, mère, enseignante, survivante, s'autorisa enfin à croire ce que tout le monde essayait de lui dire depuis 2 ans. Elle était assez. Elle avait toujours été assez. Les blessures avaient juste aidé à le prouver. Derrière eux, le soleil se couchait sur le marché du carrefour, peignant les montagnes de nuances d'or et de pourpre. Des loups d'une douzaine de meutes se déplaçaient entre les étals en paix. De jeunes omégas marchaient la tête haute. Quelque part dans le territoire du Nord, des étudiants s'entraînaient dans son académie, apprenant qu'ils pouvaient être forts. Le monde continuait de tourner. La paix tenait. Et l'oméga ignoré qui avait refusé de tomber était devenu la légende qui enseigna à toute une génération que la valeur n'avait rien à voir avec le rang et tout à voir avec les choix que vous faisiez quand personne ne regardait. Rowan avait pris 8 lames pour l'enfant d'un étranger. Elle s'était réveillée pour trouver des loups à son chevet et un roi qui la reconnaissait comme son égal. Elle avait construit une académie, élevé une fille, donné naissance à un fils et changé la structure fondamentale de la société des loups du Nord. Elle avait prouvé encore et encore, dans le sang, le sacrifice et le refus obstiné d'accepter ce que tout le monde disait impossible, que parfois le chemin le plus droit n'est pas le bon. Parfois, il faut saigner pour montrer au monde que vous valez la peine de vous battre. Et parfois, si vous êtes très chanceux, le monde saigne avec vous et devient quelque chose de meilleur.